Vue du banc, le podcast pour comprendre le jeu, vous est présenté par PMU.fr. Salut à tous et bienvenue dans le 36e épisode de la saison 7 de Vue du banc, un épisode dans lequel je serai évidemment accompagné des deux autres tauliers, Raphaël Cosmidis, salut Raphaël. Salut Florent. Et Christophe Kuchli, salut Christophe. Salut Florent, j'aime bien que au lieu de dire avec les deux tauliers, tu dis les deux autres tauliers pour bien rappeler que tu en es un. Tu en fais bien partie. Heureux d'être avec toi en ce lundi après-midi. Oui, et en ce lundi après-midi, on va pas revenir sur la Super League, la révolution. On va pas en parler maintenant parce que de toute façon, on n'a pas encore assez d'informations. Il y a l'UEFA qui doit réagir en plus dans les heures qui viennent, sans doute, en officialisant ou non sa Ligue des Champions et sa réforme de la Ligue des Champions. Il n'y a pas eu de gros matchs ce week-end, il n'y a pas de Ligue des Champions cette semaine, donc du coup on a décidé, Raphaël, de ressortir le format annuel qu'on fait à chaque fois, à peu près à cette époque de l'année, c'est le top 15 des jeunes joueurs de Ligue 1. C'est ça, qu'on avait lancé à l'époque avec Christophe et Julien Maumont, le grand Julien Maumont sur les cahiers du foot. Puis on l'a repris dans Vue du banc. On rappelle qu'on s'est appuyé sur une déclaration de Marcelo Bielsa qui, lors de sa saison en Ligue 1, avait dit qu'il y avait une quinzaine de jeunes joueurs en Ligue 1 très intéressants. Donc on est resté sur le chiffre de 15, mais parfois c'est difficile de s'en tenir à cette liste-là. Et puis on a aussi fait cette année sur Coparena des petites études de jeunes joueurs. Alors il n'y a pas que des U21, parce que là on va parler des joueurs nés en 2000 ou après, mais bon, ouais. Ça permettait de voir quelques-uns de ces talents-là. Alors pour rappeler rapidement le procédé, donc comme tu l'as dit, ce seront des joueurs uniquement nés après le 1er janvier 2000. On a tous les trois fait une liste, chacun dans nos coins, de 15 joueurs. À partir du moment où un joueur est cité 2 fois, il peut apparaître dans le classement. Et ensuite, on les a classés donc de la première à la 15e place, et avec 15 points pour le premier, 14, etc. Et on a additionné les totaux de tout le monde pour aboutir à un top 15. Petit rappel, Christophe, on va pouvoir le commenter rapidement, avant de rentrer dans le vif du sujet en partant par le 15e joueur de cette année. Je vais juste rappeler le top 15 de l'année dernière, puis tu vas me donner ton avis sur 1, 2 ou 3 joueurs par-ci par-là, et il y aura la même question pour Raphaël après. Donc je vous donne le top 15 de l'an dernier, et je vous laisse rebondir dessus après. 15e Alban Lafont, 14e Tanguy Kouassi, 13e Kouadio Koné, 12e Yacine Benraou, 11e Ibrahima Diallo, 10e Mohamed Simakan, 9e Mounir Chouillard, 8e Maxence Cacré, 7e Bouba Kamara, 6e Haït Nouri, 5e Youssouf Fofana, 4e William Saliba, 3e Boubakary Soumaré, 2e Ryan Cherki et 1er Eduardo Camavinga. Christophe, qu'est-ce que tu penses de tout ça ? Est-ce qu'il y a des joueurs qui ont confirmé ou d'autres qui se sont perdus ? Déjà dire que la fournée est bien moins impressionnante que celle de cette saison. Alors je ne sais pas si c'est cette année qui est particulièrement dense ou l'année dernière qui était un creux. Je pense qu'il y a un petit peu des deux. Mais ouais, en fait, c'est difficile de vraiment se prononcer si vraiment il fallait ressortir un nom du lot, parce que je regardais même ceux qui n'avaient pas passé le cut. Alors il y a Gouiri qui a eu un vote, mais c'était entre guillemets sur rien, voilà, c'était plus sur du potentiel vote parce qu'il n'avait pas spécialement de temps de jeu. Et là-dessus, on essaye d'exclure ces profils-là. C'est Saliba en fait qui était très haut, qui d'ailleurs est 4e mais ex aequo sur le nombre de points avec Soumaré. Et autant la plupart des autres, on les a quand même vus. Alors il y a Cacré qui a un petit peu une spécificité avec le parcours en Ligue des Champions, etc. Mais Saliba, globalement, tu l'attends sur un cap à passer à Arsenal et puis il joue pas du tout. Donc c'est vraiment le gars qui était censé avoir une trajectoire rectiligne et qui l'a pas eu. Les autres, on en a perdu quelques-uns en route, mais les Benraou, les Chouillard, notamment, c'est pour des raisons diverses et je suis pas sûr que ça donne un indicateur sur la suite de leur carrière. Je pense qu'il y a une question du contexte qui fait que ça peut s'expliquer, alors qu'un Saliba, ça semblait être un petit peu sur des rails et en fait pas du tout. Raphaël, est-ce que tu as un avis là-dessus sur Saliba ou sur un des autres noms qui avait été cité l'an dernier ? Non, mais je remarque qu'il y a quand même, ouais, comme le disait Christophe, certains mecs qu'on a complètement perdu de vue. Il y avait un joueur que j'avais mis dans ma liste, par exemple, c'est Zaïdou Youssouf, qui a beaucoup été blessé, qu'on n'a plus trop vu. Imran Louza à Nantes, qui est dans une saison difficile. Bon, Ibrahima Diallo est parti, il joue pas énormément à Southampton. Kouadio Koné Ligue 2, Kouassi ne joue pas au Bayern. Mais je pense que vraiment la grosse bascule, c'est Chouillard. Chouillard, on l'avait trouvé hyper intéressant. Et alors, je crois que Flo, tu l'avais
pas si tu l'avais mis, mais plus bas dans ton classement. Ouais, c'est possible. À l'époque. Ouais. Christophe et moi, on était un peu plus fans. Et là, cette année, c'est vraiment... Alors, je pense qu'il n'y a pas que des problèmes sportifs, mais c'est une des plus grosses disparitions de ce top 15. Tu vois, s'il était 2000, je crois qu'il est 99, 98, 99 sans doute. S'il était 2000, je sais même pas s'il serait dans le top 15 de cette année. Je pense pas. Ouais, janvier 99 Chouillard c'est ça. Pour compléter. Donc tu vois, si on avait encore pris en compte cette année-là, je pense qu'il serait même pas dans le top 15. Et cette année, c'est vrai que c'était très compliqué de s'arrêter à 15. Et je pense qu'il y a des joueurs meilleurs que le 11-12e, en tout cas qui ont fait une meilleure saison que le 11-12e de la saison passée, qui vont même pas être dans le top 15 de cette année. C'est assez aléatoire. Justement, en faisant les articles sur Coparena sur les moins de 22-23 ans, je repassais le fil des top 15 année après année. Et c'est vrai que d'une année à l'autre, il y a des bascules assez énormes. La Cherki l'an dernier avait finalement peu de concurrence dans les super talents à mettre très haut, très jeune. Cette année, il a vraiment un peu plus de bagarre derrière lui. Et puis il y a aussi une certaine inversion quand tu vois notre classement des milieux l'an dernier où Soumaré était juste derrière Kamavinga. Ouais. Là, Soumaré, bon, c'était un 99, donc il n'apparaît plus dans le classement lui non plus. Mais je pense qu'il serait beaucoup plus bas aussi s'il était encore dans la limite d'âge par rapport à d'autres milieux de terrain qui ont éclos depuis, notamment un qui est plutôt bien placé, mais on attaquera son cas D'ailleurs, plus tard. je profite qu'on ait mentionné Saliba pour préciser qu'on ne va pas prendre en compte les joueurs qui sont prêtés par des clubs Oui. supérieurs, comme je crois que Todibo est plus éligible de toute façon. Mais Todibo, Saliba, on les prend pas en compte parce que finalement, ils sont pas censés être là. Alors peut-être qu'il sera racheté finalement par Nice et à ce moment-là, peut-être qu'on le remettra l'an prochain. Je crois que c'est un 2001, Saliba. Je crois que c'est 2001. Ouais. Donc il sera encore éligible. Mais pour l'instant, on imagine qu'il est à Arsenal et qu'il va retourner à Arsenal pour disputer la Super League. Mais à noter, petite précision, que je n'avais pas eu cette information, mais que Saliba n'était pas dans mon top 15. C'est-à-dire que chez moi, il était 17ème, je crois. J'ai fait une liste où j'ai inséré les mecs au fur et à mesure. Et vraiment, alors peut-être que je juge mal, hein, mais moi je l'avais pas pris, mais vraiment pas pour une question de règle. J'avais raté cette règle juste pour une question de niveau, en fait. C'est bien de le préciser, on verra l'année prochaine, hein, selon ce qui se passe pour William Saliba cet été. Et on va rentrer donc directement dans le vif du sujet avec un autre milieu de terrain qui, il me semble, a déjà fait des apparitions dans le top 15. Il n'était pas là l'an dernier, mais peut-être l'année d'avant avec Jardim et la dernière bonne saison de Monaco. C'est Benoît Badiachil, Raphaël. Benoît Badiachil, né quand même en 2001, lui aussi, comme Saliba, 26 mars 2001, et titulaire indiscutable cette saison avec l'AS Monaco de Kovac, avec 30 matchs joués, 29 en tant que titulaire, plus de 2500 minutes de jeu. Enfin bref, un mec installé qui a vu un petit peu ses partenaires changer, puisqu'il y a eu Disasi, il y a eu Maripane qui s'est ajouté ensuite à tout ça. Mais lui, pour le coup, c'est l'indiscutable. Et pour un 2001 installé quasiment pour sa 3e saison dans la défense monégasque, il avait fait 2 demi-saisons, on va dire, auparavant, puisque 2019-2020, il joue 16 matchs en tant que titulaire. 2018-2019, il en fait 20. Cette fois, c'est 29. Ça prend de l'envergure et ça prend de plus en plus de place, on va dire, dans la défense de l'ASM. Ouais, déjà, je suis un peu déçu que tu n'aies pas rappelé à l'époque la construction de la défense centrale Badiachil, Jonathan Panzo, du côté de Monaco. Où les c'est pas arrivé très longtemps. Il y a eu Glick aussi, surtout. Mais c'est-à-dire que les défenseurs à eux deux étaient quasiment du même âge que le joueur de Monaco le plus âgé, je pense. Vous avez deux mecs extrêmement jeunes. Monaco l'avait déjà fait avec, si on remonte très loin en arrière, il y avait Mongongu et Nkoulou à 18 et 19 ans qui étaient ensemble, je crois, dans la défense de l'ASM. Ah oui, c'est vrai que ça c'est un ça avait mal fini, hein, ça avait mal fini par contre. Ça c'est un épisode de tout simplement Ligue 1 à venir, je pense. Ouais, après je suis peut-être pas le mieux placé pour parler de Badiachil parce que je crois que je suis le seul à pas l'avoir mis dans le top 15, dans mon top 15 en tout cas, et ça vient d'une donnée un peu nouvelle en France, et bon, ça fait quand même quelques années, c'est qu'il y a beaucoup de centraux, et que j'ai vraiment du mal à maintenant les juger, les différencier, les distinguer. Là en plus il joue dans une équipe qui collectivement est la plus forte, donc c'est vrai qu'il y a beaucoup plus par exemple en phase de possession, beaucoup plus de lignes de passe et une manière de faire avancer le jeu pour un Badiachil que pour des centraux qui jouent dans d'autres équipes. Donc c'est vrai qu'il est gaucher, il a la taille, je suis toujours un peu perplexe devant la gestuelle et l'agilité du bonhomme, même si après Mamadou Sakho était pas non plus génial sur ce plan-là, et pourtant c'était un joueur capable de bien faire avancer le jeu. Je t'avoue que j'ai encore quelques doutes qui subsistent, et puis bon, c'est un peu plus subjectif ça, j'en ai un peu marre des défenseurs centraux, non pas qu'ils soient pas bons en France, mais il y en a trop, et tu vois, on parlait de Saliba l'an dernier, et il y en a encore 2-3 qui sont sortis depuis,
Est-ce qu'on n'a pas un contexte qui les rend bons? Je sais pas. Mais c'est vrai que c'est un peu exceptionnel. Là. Il pourrait encore y en avoir. Je crois qu'il n'y en aura pas beaucoup finalement, mais il pourrait y en avoir beaucoup dans le top 15 encore cette année. Christophe, sur Badiachil, est-ce que tu as plus de choses à dire que Raphaël? Non, enfin, non, si. Je l'ai mis 15e, donc il passe le cut, mais c'est pas non plus moi qui l'ai fait rentrer. Enfin, j'ai aidé voilà, mais je suis quand même un petit peu sceptique. Bon, aussi, comme on le disait, hein, il y a une grosse cuvée, donc c'est plus difficile d'être extrêmement haut. En fait, ce qui est intéressant, c'est qu'il a les intentions. C'est-à-dire que si tu regardes, alors je vais beaucoup m'appuyer sur FBRF parce que même si on a le visuel, c'est toujours bien d'avoir aussi des stats pour appuyer. Typiquement, on voit qu'il porte bien la balle, etc. Et si tu regardes les pourcentiles, Ouais. je crois que c'est ça, quoi. Ou les centiles, je ne sais pas exactement comment on dit en Les français. centiles, ouais. Les centiles, voilà, les percentiles en anglais. Tu vois les courses progressives, les passes progressives, etc. Il est toujours très très bien placé. Genre dans les passes, il est dans le 95e centile. Donc c'est-à-dire que concrètement, il y en a 5, il y a 5 centiles au-dessus, mais sinon il est extrêmement haut. Et sur la plupart des choses comme ça, dans les intentions, c'est intéressant. Maintenant, j'ai l'impression qu'il n'y a pas. Je vais pas dire que c'est robotique en fait, mais c'est-à-dire que j'ai l'impression que pas grand monde ne l'empêche de faire ça. C'est-à-dire que c'est bien de le faire, hein, mais maintenant les adversaires affrontés par Monaco sont souvent depuis quelque temps dans l'idée d'attendre, donc c'est pas comme s'ils rencontraient beaucoup de pression. Donc j'ai l'impression qu'il est pas tellement testé et que c'est pas difficile finalement de porter la balle sur 40 mètres quand le premier adversaire est 50 mètres plus loin. Ça c'est la première chose. Et deuxièmement, ça rejoint un peu ce que dit Raph, mais en fait je lui vois pas une fiabilité incroyable. C'est-à-dire que sur le début de saison, il marque des buts avec des gestes techniques où tu fais waouh, mais ça a pas l'air spécialement maîtrisé. Et j'ai l'impression que le produit est relativement fini. Donc je sais pas, j'ai du mal à juger en plus dans le contexte monégasque. Ses performances en espoir étaient pas incroyables, même si l'échantillon était assez réduit, mais il est quand même coupable sur un but encaissé face aux Danois. Pour moi, c'est pas, je sais pas trop en fait dans quel domaine il pourrait vraiment progresser pour vraiment passer à cap. Physiquement, il est fait. Techniquement, je sais pas s'il peut énormément s'améliorer. Dans les intentions, c'est propre, mais c'est pas lui qui tient la défense monégasque. Donc je sais pas ce que t'en penses, mais ce Badiachil-là peut faire une bonne carrière, mais je me demande si dans 10 ans on se dira pas que c'est le pic de sa carrière, mais que s'il reste là, qu'il joue la Ligue des Champions l'année prochaine, bah ça sera peut-être l'un de ses meilleurs moments quand on fera le bilan dans quelques temps. Mais après, par rapport à ce que disait Raphaël et à ce que tu disais sur le jeu vers l'avant et le contexte des centraux, c'est vrai que Badiachil, comme d'autres défenseurs dont on va parler après, dans des équipes dominantes ou en tout cas qui veulent jouer, et en Ligue 1 où ça ne presse pas beaucoup, ce sont en effet des joueurs qui ne sont pas testés sous pression. Et c'est peut-être pour ça aussi qu'ils ont moins d'occasions de rater des situations où ils se retrouvent sous pression, ils ratent des relances et du coup ça revient aussi vite. Et c'est vrai que t'as Badiachil, juste après on va parler de Botman et de Badé, puisque les trois se suivent. Et c'est un groupe de défenseurs où en effet tu vois là où ils sont bons très rapidement, mais tu vois pas où est-ce qu'ils sont pas forcément testés sur certains domaines du jeu, même s'il y a aussi un point à prendre en compte, c'est que vu les projets de Monaco, de Lille et de Lens, défensivement, ils défendent pas non plus de la même manière et ils jouent pas sur les mêmes qualités. Je suis pas sûr, par exemple, que Botman, on va passer directement à Sven Botman parce qu'il est juste au-dessus de Badiachil, Raphaël. Botman, je suis pas sûr, par exemple, qu'il soit capable de défendre comme le fait Badiachil à Monaco ou comme le fait Badé à Lens. Il est vraiment dans un projet qui lui convient parfaitement. Et plutôt qu'aller vers Raphaël, je crois que je vais relancer Christophe, parce que c'est toi qui l'as mis le plus haut, il me semble, dans le classement. Ouais, chez moi, il est 12e, ce qui est voilà, je pense un petit peu plus haut que vous s'il termine 14e au classement final. Ce qui est amusant, c'est que j'ai l'impression qu'il y a une grosse différence entre l'aspect visuel, où, alors je sais pas si c'est sa tête, son gabarit, mais t'as l'impression du mec très sûr de lui, un peu Robocop, bon, là du côté néerlandais, hein, mais un peu insensible à tout ce qui se passe, qui fait peu d'erreurs. Quand tu regardes ses stats avancées, c'est correct, hein, mais c'est pas incroyable, même sur les duels aériens gagnés, tout ça, il survole pas non plus, alors que Badé... Derrière Badiachil d'ailleurs.
sur tout ce qui est dégagement et duel aérien, je crois qu'il est derrière. C'est ça. Et Badé est totalement et tue totalement certains classements sur ça. Mais en fait, sur Botman, en fait, mon constat très simple. Alors peut-être que, enfin, c'est de la projection totale, donc je me trompe peut-être, hein, mais c'est du foot fiction. Je me dis que si tu l'accompagnes d'un très bon défenseur central, je suis persuadé qu'il peut jouer actuellement dans une équipe qui serait en huitième ou en quart de finale de Ligue des Champions. Alors il faut qu'il soit bien accompagné, il ne sera pas taulier de la défense. Mais comme là c'est Fonte qui est plutôt le taulier dans le binôme, c'est sûr que si tu le mets avec Phillips ou Kabak à Liverpool à défendre la profondeur, ça va être assez compliqué. Mais dans une équipe bien en place, où il doit tenir sa position, tu le mets à Porto par exemple avec Pep, je suis sûr qu'il fait très très largement le boulot. Maintenant, encore une fois, on en revient au truc de progression, etc. Lui me semble avoir moins d'intention avec le ballon, en plus c'est pas forcément à lui de le faire, que Badiachil, que Badé, que d'autres. Donc là-dessus, c'est d'ailleurs pour ça qu'il est entre guillemets parti virer de l'Ajax, c'est que il y avait des mecs qui étaient plus à l'aise, les Strurs, etc. dans l'utilisation du ballon à la fois pour le conduire et pour le passer. Niveau gabarit, il est fait, donc là-dessus je suis pas sûr qu'il devienne meilleur sur les duels aériens, etc. Peut-être un petit peu plus roublard, etc. Mais globalement, c'est là-dessus il est fait. Et il est pas rapide. Et en fait, là encore, on en revient au truc du produit fini. Autant Badé, je pense qu'il y a un vrai truc à creuser. Autant Botman, le produit fini est vraiment bon. Maintenant, je le mets 12e parce que pour moi, c'est un très bon produit fini. En fait, même s'il n'y a pas de progression, encore une fois, je pense que là, il est titulaire chez le leader de Ligue 1. Il peut jouer la Ligue des Champions l'année prochaine. Et je suis persuadé qu'avec ces qualités-là, il peut se retrouver dans un très bon club anglais et même sans progresser, faire une bonne petite carrière à, je sais pas, à Everton, à West Ham, pourquoi pas à Leicester. Enfin voilà, dans des clubs de ce calibre-là. Et rien que ça, pour moi, ça suffirait à le mettre au-dessus de certains autres, même sans progression. Tu vois, dans les comparaisons, parce qu'FBRF a quand même un outil très, très sympathique pour voir les centiles et les joueurs similaires, entre guillemets. Et tu as deux joueurs de Leicester qui sont aux 3 premières places. À chaque fois, ils donnent un top 10 des joueurs similaires. Et c'est Soyuncu et Johnny Evans. Donc, c'est peut-être ce qu'il attend, en effet, à Sven Botman pour la suite. Raphaël, est-ce que tu veux ajouter quelque chose sur Botman ? Je crois que tu l'as pas mis, toi, dans non, les 15. Ouais, c'est le deuxième le fond de mon classement global, c'est ceux que j'ai pas mis. Est-ce que c'est pas, au-delà de la vanne, est-ce que c'est un joueur Super League ? Je pense pas que ce soit un joueur Super League. Je pense que Badiachil, je me dis que déjà si Monaco y va un jour, s'ils ont peut-être un jour envie d'y aller, pourquoi pas. Mais je suis pas sûr que ce soit un joueur Super League. Comme disait Christophe, tu l'imagines plus à Leicester ou un club comme ça qui va être top 8 peut-être en Angleterre, West Ham. Mais je sais pas si tu peux l'imaginer dans ce fameux top 6, même si dans la défense d'Arsenal, il dépasse pas aujourd'hui, quoi. Non, mais après, il a quand même l'avantage d'être gaucher et grand pour rejoindre Badiachil, en fait, dans un certain style. Mais et pourtant, j'ai une certaine tendresse pour lui parce que c'est un des joueurs qu'on avait identifié dans un jeu du directeur sportif il y a 1 an de ça, quasiment. Je crois que c'était à l'hiver 2020. D'ailleurs, il y avait des rumeurs de Rennes, je crois. Je crois qu'on l'avait choisi pour Rennes à l'époque. Ouais. Je crois qu'on cherchait un défenseur pour Rennes. Et en fait, Campos était déjà sur le coup, comme d'habitude. Mais ouais, donc on est plutôt content de cette chose-là, de voir qu'un joueur qu'on avait identifié assez rapidement, finalement, marche bien en Ligue 1. Mais je suis un peu de lui-même avec Christophe, c'est-à-dire que je vois pas où la marge de progression va être énorme pour lui, parce qu'avec ballon, il est déjà assez propre. Alors dans une équipe qui demande pas des passes hyper compliquées au centraux, mais il le fait assez bien. Sur le plan athlétique, je vois pas quelle progression il pourrait avoir. Et en plus, sur le plan de la vitesse, il a des difficultés et ça commence à se voir sur certaines séquences récemment. Donc je pense que si tu joues dans une équipe qui va par exemple être beaucoup plus haut sur le terrain, ça peut être compliqué. Donc c'est pour ça que je l'ai pas mis, mais tout en sachant que, comme le disait Christophe, s'il est accompagné par un mec qui va pouvoir le couvrir, notamment, ça peut changer la donne. Là finalement, que ça marche avec Fonte qui est lent également, pour son âge, compte tenu de son âge plutôt, c'est assez surprenant. Mais après, Lille est pas non plus tout le temps à 11 dans le camp adverse, et c'est pour ça que le contexte peut l'aider aussi. Et c'est pour ça aussi d'ailleurs qu'il me semble que l'Ajax l'a un peu lâché. Je crois qu'ils avaient déjà des joueurs qui étaient intéressants derrière dans les promotions suivantes, mais ils avaient des doutes aussi sur cette capacité à jouer dans une équipe qui défend haut. Et justement, pour parler d'un joueur dans une équipe qui défend haut, on peut parler de Loïc Badé. Qui est... alors, je vais vous donner juste les stats parce que c'est impressionnant. Parce qu'en gros, quand on prend les défenseurs centraux, quand on prend les stats défensives, soit il y a des défenseurs qui vont être agressifs, qui vont défendre haut
Et généralement, ces gars-là, on va les voir assez haut dans tout ce qui est tacle et interception. Et les autres, qui défendent plus au milieu de bloc et plus bas, on va les voir surtout dans les dégagements et les duels aériens gagnés. Et en fait, Loïc Badet, il est dans le top, au moins le top 10% dans toutes ces catégories-là. Tacle, interception, dégagement, duel aérien gagné. Donc en gros, il domine dans tous les compartiments du jeu sur le plan défensif. Il est même dans le top 98%, donc le top 2% pour ce qui est des dégagements et des duels aériens gagnés. Raphaël, je crois que c'est un des premiers sur lequel tu as écrit sur Coparena. Ouais. Et quand tu as vu le bonhomme un peu plus en détail, t'as pas trouvé grand chose à redire, quoi. Bah, parce que pour moi, il a la marge de progression que Botman n'a pas, par exemple. C'est-à-dire qu'il n'a pas les mêmes limites athlétiques. Il a l'avantage, mais encore plus que Badiachile et Botman, de faire 2m15 et en même temps d'être assez agile, parce que techniquement, il est capable de ressortir des ballons sous pression, il est capable même de gestes techniques en 1 contre 1 sous pression pour s'en sortir. Alors, à Lens, il n'a pas forcément un rôle très exigeant avec ballon, parce que c'est pas lui, des 3 centraux, qui fait avancer le plus le jeu. C'est surtout Gradit, axe droit, et puis de toute façon, quand t'es dans une défense à 3, c'est rarement l'axial qui fait avancer le jeu, même si à la Juve, Bonucci pouvait le faire avec des passes un peu plus longues, un peu plus verticales. Mais bon, ça c'est aussi une marge de progression, il a le pied pour le faire, il est capable de défendre en 1 contre 1, il est parfois un peu battu quand il y a des joueurs qui décrochent parce qu'il va les suivre et manger des 1-2 après dans la profondeur. Mais c'est vrai que par rapport au profil et surtout au peu d'expérience qu'il a à ce niveau-là, je crois qu'il a une dizaine de matchs en Ligue 2. Je crois qu'il en a 8 de mémoire avant de signer à Lens. Il y en a 7 selon Wikipédia. Voilà, donc t'imagines la différence d'expérience par rapport à Badiachile qui a sa 3e saison et par rapport à Botman qui a fait une saison complète à Eindhoven et qui sort de l'Ajax. Il sort du PFC, Loïc Badet, c'est-à-dire que même si l'âge est parfois plus jeune pour d'autres centraux, lui a finalement, enfin en âge d'expérience, il est assez jeune. Et ça c'est hyper intéressant. Et en plus, il joue dans une équipe qui est protagoniste, en tout cas qui cherche à l'aide, qui va presser, qui va avec ballon ouvrir le jeu. C'est peut-être aussi pour ça que ses chiffres défensifs sont aussi élevés, c'est parce qu'il a beaucoup à faire. Oui. Mais, oui, totalement. Mais je trouve que c'est plus facile de se projeter sur un profil comme ça si t'es un grand club que sur un profil qui joue dans un style qui ne te correspond pas. Et c'est pour ça que c'est intéressant. Et justement, Christophe, par rapport à ce que dit Raph à l'instant, en fait, le fait de jouer à Lens par rapport à Botman qui est à Lille ou à Badiachile qui est à Monaco, où ils ont des choses très différentes à faire, mais en fait, réussir à Lens en tant que défenseur central pour ses premières saisons, pour ses débuts, alors le seul petit bémol, c'est qu'il est souvent averti, il a pris 9 cartons jaunes quand même cette saison, mais en même temps souvent exposé aussi, donc les deux sont liés. Mais c'est un petit peu finir, je ne vais pas dire finir le jeu parce qu'il est que sur sa première saison, mais démarrer à Lens pour un central comme ça par rapport au projet de Lensois, c'est pas le mode facile, on va dire. C'est pas le mode où tu peux te cacher et t'en remettre à la défense, à la défense collective en fait, aux joueurs qui sont devant toi pour limiter le travail que tu as à faire. Là, il a vraiment tout à faire et il le fait plutôt pas mal, on va dire. Oui, c'est ça. Et c'est vraiment un profil hyper intéressant et qui est clivant chez moi. C'est-à-dire, je sais pas si c'est clivant chez les autres, mais en fait, pour moi, il y a 2 façons de l'approcher. C'est-à-dire, soit tu peux te dire, il a, alors peut-être pas tout, mais en tout cas, il a le profil du défenseur central moderne de grand club tel que tu l'envisages, beaucoup plus qu'un Botman par exemple, donc tant mieux quoi, c'est ça que les grands clubs recherchent a priori, donc c'est plutôt intéressant d'avoir un mec qui à la fois va être capable de défendre une plus grande surface que des équipes de bloc bas, parce que les grandes équipes doivent plus attaquer plutôt qu'attendre, à part Tottenham sous Mourinho, etc. Donc là-dessus c'est intéressant. Maintenant, là où je l'ai pas mis trop haut, je l'ai mis juste en dessous de Botman et au-dessus de Badiachile, là où je me pose la question, et c'est vraiment pas forcément lié à lui, c'est un truc plus général, de me dire à quel point il y aura pas pour lui de la concurrence sur ce profil-là, en fait. C'est-à-dire que je me dis, à un moment, il y aura tellement de défenseurs centraux, entre guillemets, modernes, qui auront à la fois la capacité à défendre des grands espaces, qui auront cette volonté de jouer avec le ballon au pied, etc., que je me dis, peut-être qu'il risque du coup d'affronter une plus grosse concurrence qu'un Botman, et peut-être que les défenseurs centraux à l'ancienne vont, entre guillemets à l'ancienne, vont réussir à garder et à trouver plus facilement des places que les modernes, si en fait t'as plus que des modernes. Donc c'est là-dessus où je suis... Enfin voilà, je sais pas trop comment le prendre, faudrait vraiment qu'il soit dans les meilleurs, mais enfin le profil m'intéresse plus que celui de Botman, en tout cas la marge de progression est plus grande. Maintenant tu peux le prendre sur le truc inverse là aussi, de te dire l'échantillon est tellement faible que s'il se met à rater 5 matchs, tu
sur la totalité de sa carrière, ça sera 15% de matchs professionnels ratés, donc c'est toujours pareil, mais la matière brute est vraiment hyper intéressante. Il y a parfois une tendance à la surconfiance, à noter. Là aussi, c'est pareil, c'est-à-dire que c'est bien d'avoir un mec qui veut jouer, il a les bonnes intentions. Il y a 2-3 passes en retrait ou 2-3 fois où il peut dégager en touche ou en tout cas prendre moins de risques et où il est, comme d'autres Lensois, un peu trop dans cette idée de jeu. Mais c'est clair que les statistiques brutes sur des duels qui a priori n'ont pas de raison de totalement changer, hein, même si il y a des joueurs plus difficiles à prendre au duel que d'autres, sont tellement impressionnantes que rien que ça, pour moi, ça lui garantit un passeport pour les tâches supérieures, même si tu le mets dans un projet de jeu plus restrictif. Je suis à peu près persuadé qu'il est destiné à faire une carrière, alors que, voilà, il y a certains jeunes qui pourraient se perdre pour raison X ou Y. Rien que ça, c'est assez intéressant. Et, enfin, tu vois, l'imaginer pourquoi pas dans un club type Leverkusen dans quelques saisons, je vois pas ce qu'il aurait de moins sur le potentiel qu'un Jonathan Tah, par exemple. Joueur suivant, on en a fini avec les défenseurs centraux, on a enchaîné les 3 d'un coup. Et Raphaël, on va passer à un attaquant, milieu offensif, ailier droit, je crois replacé ailier gauche ces derniers temps par ce nouvel entraîneur Bruno Genesio. C'est Jérémy Doku, qui a peut-être gagné sa place dans les dernières semaines dans le top 15, parce que c'est vrai que sa saison auparavant avait été un peu compliquée. Il en est à 2 buts et 2 passes D avec Rennes, et je crois que les deux, tout est arrivé très récemment. Et si on regarde ses statistiques, c'est un joueur qui a été sur la saison très actif dans ses chevauchés, assez présent défensivement sur tout ce qui est travail de pressing, etc. Mais qui a manqué cruellement d'efficacité à la fois devant le but, mais aussi et surtout, on en avait parlé beaucoup après le match entre le Bayern et le PSG, le match retour, après le dribble. Et c'est là que se situe sa plus grosse marge de progression aujourd'hui. Ouais. Et puis même, je dirais même avant le dribble dans ses déplacements, même si ça s'est amélioré, hein, il y a quelques semaines, il y avait eu beaucoup d'améliorations dans ses appels contre-appels, ses appels dans la profondeur. Sur la fin de la période de Julien Stéphan, il y a une première donnée, c'est que c'est un des joueurs les plus jeunes du top 15, c'est qu'il a 18 ans, c'est un 2002. Qu'il a quand même, finalement, on parlait de Loïc Badet avant, mais finalement plus d'expérience que Loïc Badet, puisqu'il avait une saison assez complète à Anderlecht, je crois. Non, même pas, en fait, je dis n'importe quoi. C'est un peu le cas Loïc Badet, 7 matchs l'an dernier à Anderlecht. Mais il y a, enfin, après, c'est un peu la théorie de Christophe sur les ailiers, c'est que c'est le poste peut-être le plus difficile à juger. Je commence à ressortir un peu la même chose sur les centraux en France, même s'ils sont peut-être tous bons. Mais Doku, c'est-à-dire que, ouais, énorme qualité individuelle, énorme qualité technique. Et après, en termes de tactique individuelle, par contre, dans la prise de décision, dans pourquoi je fais ça et qu'est-ce que je fais après mon dribble, ouais, c'est un peu ce qu'on disait sur Paul-Georges Ntep à une époque, si on doit rester sur un joueur rennais. Mais il a tellement de qualité de 1 contre 1 et un vrai coup de rein. Je crois que ses stats de dribble sont assez impressionnantes d'ailleurs. Il me semble qu'il est dans les 4-5 meilleurs européens. Il est dans le top 10% sur les dribbles réussis, et même dans le top 2% sur le nombre de chevauchés avec le ballon en un match. Ouais, voilà, c'est ça. Et c'est pour ça que il est 12ème là, donc pile à la place où je l'ai mis dans mon top 15. Donc ça correspond à peu près. Je suis encore un peu... Moi, je suis pas extrêmement fan des ailiers qui font que de la percussion. Mais après, si tu arrives à le mettre dans un projet où finalement tu lui donnes des 1 contre 1 à jouer et derrière des solutions visibles parce qu'il y a du mouvement dans la surface, parce qu'il y a des démarquages intéressants, c'est un mec qui peut très bien faire des énormes saisons. Je reste curieux de savoir si ça va finir en vrai ailier qui fait que ça, ou s'il peut y avoir un développement comme celui que Raheem Sterling a connu, parce que Raheem Sterling a aussi commencé très tôt, et il avait d'énormes qualités de 1 contre 1, et puis il a développé d'autres choses, dont la finition au cours de son parcours. Après, il y a quelque chose, Christophe, qui se passe sur les derniers matchs de Rennes, et qui est peut-être lié d'ailleurs à sa meilleure forme, même si tout n'a pas été transformé, mais on a l'impression d'avoir des joueurs un peu plus attirés par le but qu'ils ne l'étaient sous Stéphan, et forcément quand t'as un ailier centreur, quand il y a plus une seule solution, mais 2 ou 3 dans la surface de réparation, c'est un peu plus simple de trouver des solutions justement en sortie de dribble. Ouais, j'ai l'impression que c'est vraiment ça, c'est-à-dire qu'il sait pas encore exactement quoi faire en sortie de dribble. Il a non seulement pas la vision de jeu pour vraiment adapter à chaque fois son geste à ce que la situation exige, et il a pas non plus cette habitude
Tu vois, typiquement Dembélé, Ousmane, quand il était à Dortmund, alors il était de mieux en mieux en sortie de dribble, mais aussi il avait compris qu'Aubameyang faisait toujours à peu près le même appel dans le même timing, etc. Donc du coup, au bout d'un moment, il avait quasiment plus besoin de regarder, il faisait son débordement, il centrait, et puis ça passait, parce que globalement, c'était toujours à peu près la même situation. Là, il n'a pas encore eu ses habitudes de jeu pour raison X ou Y, hein, le manque d'entraînement avec les matchs de Ligue des Champions qui s'enchaînaient, t'as forcément moins de séances, le fait que Guirassy était blessé. Là, on part sur un projet un petit peu différent pour l'instant, avec Terrier en numéro 9, donc du coup, ça change un petit peu l'approche, même si Guirassy reste dans la discussion, qu'il est rentré ce week-end, qu'il a marqué. Je pense vraiment qu'il doit progresser sur ça, être capable de lever la tête en sortie de dribble, parce que tu disais là sur l'essentiel, etc. En stade brut, c'est le mec qui réussit le plus de dribbles en Ligue 1 avec 3,2 par match, juste devant Ben Arfa, Mbappé. Donc là-dessus, clairement, il passe souvent, et pour toutes les fois où il passe, ces statistiques avancées d'expected assist, etc. sont assez catastrophiques, au-delà des statistiques brutes. Donc je me dis, il est tellement confortable dans la capacité à éliminer que finalement, voilà, ça devrait être suffisamment facile pour ensuite être capable de prendre cette information. C'est pas encore le cas, il est très jeune, est-ce que ça va venir, est-ce que ça va pas venir? Il y a autant d'exemples de l'un que de l'autre, j'ai l'impression. C'est au moins bien de pouvoir éliminer aussi facilement. Presque le plus intéressant pour moi, ou en tout cas ce qui me rend le plus optimiste, c'est ce que vous disiez sur cette volonté. Alors il écrase pas non plus les stats, c'est pas non plus Salemakers par exemple de Milan qui sur toutes les statistiques défensives est assez énorme, mais pour un ailier il me bosse quand même beaucoup. D'ailleurs sur les comparaisons là, on est tous à peu près sur la même page FBRF. T'as à la fois des gens qui dribblent, type Brian Ruiz qui est dedans, mais t'as aussi Kulusevski, Salemakers qui sont des joueurs qui sont capables d'avoir un gros abattage, un gros volume de jeu. Alors il affole pas non plus les stats, mais il a déjà cette volonté-là. Et autre chose qui me rend assez optimiste pour son futur, c'est qu'il est déjà intégré à l'équipe belge. Il a d'ailleurs marqué, était très bon sur le dernier rassemblement face à la Biélorussie. Et mine de rien, parce que là on juge le potentiel, mais on est aussi sur les projections sur le futur. Je l'ai pas mis ultra haut non plus, mais quand t'es déjà dans le noyau d'une très grande sélection à cet âge-là, pour ta progression individuelle, pour les opportunités que ça peut te donner sur les clubs qui vont te voir, etc., c'est déjà intéressant en fait. C'est pas comme s'il avait aucune chance d'être international, où pour l'instant un Badiachil, un Badé sont encore assez loin des A. Lui, il est déjà en A de la sélection première au classement FIFA, donc du coup ça peut que lui être profitable pour développer son jeu. Et Raphaël, par rapport à... Il y a un autre joueur qui était très jeune, qui a très rapidement dominé les stats de dribble et de dribble réussi en Ligue 1 pendant quelques années avant de partir. C'est Alan Saint-Maximin. Est-ce qu'il y a un parallèle à faire entre les deux joueurs, notamment sur les choix en sortie de dribble? Ouais, peut-être. En effet, les deux en plus sont hyper explosifs. Alan Saint-Maximin, c'est vrai qu'il c'est le meilleur joueur de Newcastle, mais est-ce que c'est pas finalement un développement timide par rapport à ce qu'on aurait pu espérer de lui? D'un mec qui dribble aussi bien, qui fait autant de différence, qu'on n'aurait pas pu espérer mieux. Est-ce que si Jérémy Doku fait la même carrière qu'Alan Saint-Maximin, ce sera satisfaisant par rapport à ce qu'on voyait à 18 ans? Non. Voilà. Merci Christophe. Donc oui, mais c'est vrai qu'il y a un vrai parallèle parce que c'est vrai qu'ils ont du feu dans les jambes, et je sais pas, je trouve un peu Doku un peu plus fin dans ses dribbles, parce que Saint-Maximin c'est un peu plus puissant. Mais c'est vrai que c'est encore très tôt, et le développement de ces joueurs-là est hyper varié. Tu vois, même Ousmane Dembélé, selon le contexte, il passe d'un mec très très bon à un mec qui est moqué par un peu tout le monde. Et c'est un poste... Avant, c'était peut-être un peu le neuf dont on se moquait quand il ratait, créait des occasions, quand il frappait à côté. Et puis maintenant, j'ai l'impression que c'est un peu les ailiers dont on passe du tout au tout au moment de les juger. Donc là, je suis vraiment curieux de voir, en espérant quand même qu'il se fixe à gauche, parce que je trouve que ce sera plus intéressant pour lui, notamment pour développer des qualités de finition, parce qu'à droite, il va finir par faire la même chose tout le temps. On enchaîne et on revient, avant de repasser aux attaquants ensuite, mais on revient au milieu de terrain avec un joueur que vous avez mis tous les deux. Moi, je ne l'ai pas mis juste parce que je ne l'ai vraiment pas vu cette saison. Je n'ai pas assez regardé le FC Metz. Désolé. Mais Christophe, c'est Pape Matar Sarr, qui est donc 11e dans le classement. Pape Matar Sarr, vu que je ne l'ai pas vu, je m'en remets aux statistiques et je vois qu'il est brillant en termes de volume de jeu, en termes de tacle, en termes d'interception. Il est dans le top 10%, et même dans le top 1% sur les interceptions. Au niveau, ce sont les 5 grands championnats qui sont regroupés
dans cette comparaison proposée par FBRF. Et ensuite, c'est un joueur aussi qui tente pas mal sa chance pour un milieu de terrain. Il est dans le top 88%. Voilà. Et pas mal aussi de chevaucher balle au pied. Mais je vous laisse me détailler sur le joueur qu'il est du côté du FC Metz. Après, je crois, une dizaine de matchs joués. 13 matchs joués en tant que titulaire et 1150 minutes de jeu exactement. Moi j'y crois beaucoup, donc je l'ai mis 6ème, ce qui est extrêmement haut, au-dessus de joueurs dont on va parler par la suite. En fait, là je suis vraiment sur l'idée, alors il y a forcément une part de subjectivité, hein. Certains arguments, parfois je les tourne à l'avantage de joueurs, parfois au désavantage. Là je suis vraiment sur l'idée que son côté très neuf au haut niveau fait qu'en fait on n'a pas du tout vu tout ce qu'il était capable de faire et qu'en fait chaque semaine on voit de nouvelles choses et qu'il a une marge de progression assez énorme. Il est tout neuf au haut niveau, il est 18 ans, il est de 2002. Ouais, 2002. Il est dans une équipe où, pour moi, c'est l'un de ceux qui prend le plus d'initiatives intelligentes avec ballon. Alors parfois, il allonge un petit peu trop, mais il a toujours cette volonté de porter la balle, de casser une ligne, soit par la passe, soit par la conduite. Et là-dessus, c'est assez intéressant. Disons que je trouve qu'il joue de la bonne façon. Ce qui, pour un mec qui arrive en Europe, qui est dans une équipe quand même plutôt de contre-attaque bloc bas, tu peux avoir le truc de simplement défendre. Alors en interception, c'est limite le mec qui à son poste est le meilleur en Europe. Hein. Je le vois 99. Ouais, voilà, t'as Badel qui est au-dessus, sinon c'est quasiment le meilleur en interception à son poste. Donc il est dans un profil d'équipe où effectivement il doit assez souvent tenir sa zone et puis ensuite lancer des transitions de la manière dont il faut le faire au mieux. Même si encore une fois, hein, mais ça a quand même parfois le ballon, il faut pas non plus caricaturer, mais voilà, c'est un truc où je pense, mais d'ailleurs quand tu vois les clubs qui sont sur lui, on est tout de suite sur un échelon supérieur et je pense sincèrement qu'il va partir de Metz dès cet été. D'après ce que j'ai entendu, j'étais même sur un match, je crois que c'était le Valenciennes, enfin je me suis même sûr c'était le Valenciennes-Metz en coupe où il marque un superbe but de loin parce que c'est vrai qu'il a une vraie bonne frappe et j'étais pas loin de recruteurs et alors je ne sais pas pour qui ils étaient mais ça me semble assez acquis que ce mec-là, contrairement par exemple à Kouyaté ou d'autres où ils étaient hyper négatifs, lui, il a rien à faire là en fait. Ils sont tombés sur un mec un peu un ovni pour le niveau auquel est cette équipe de Metz. Donc hyper convaincu. L'échantillon est faible et pareil, j'ai pas vu tous les matchs de Metz, mais je vois quelqu'un qui est en talent brut peut-être le meilleur joueur de Metz ou pas loin. Et s'il continue sa progression, je crois qu'il y a Lyon notamment qui était sur lui, alors peut-être pas forcément à Lyon, mais je pense sincèrement qu'un club Ligue Europa, voire pourquoi pas Champions League, peut très rapidement lui donner du temps de jeu. Mais bon, encore une fois, hein, je juge plus des promesses que véritablement quelqu'un qui est excellent depuis 6 mois à tous les matchs. Et un club de Super League alors, Raphaël? Ça dépend. Est-ce que Jean-Michel Aulas va rejoindre les Super League? Non, mais oui, parce que c'était la rumeur, en effet, je crois qu'ils étaient sur lui. Mais c'est un joueur Christophe parlait de ses interceptions, c'est aussi un joueur qui, quand il sort cadrer le porteur, est vraiment effrayant. Hein. Il sort à une vitesse et avec une envergure qui fait que je pense que vraiment, quand il sort sur toi, tu vois rien. Parce que c'est quand même quelqu'un qui est assez long, alors qui est encore très fin, très frêle physiquement. Mais bon, à 18 ans, c'est normal. Mais c'est vraiment, je suis en train de relire et de repasser sur l'infographie que Julien Asunsao m'avait procuré pour l'article sur Coparena. Et ouais, en interception, il est incroyable. En pression, il est pas incroyable parce que Metz est pas dans un style qui va énormément presser l'adversaire. Mais visuellement, par contre, de ce que j'avais vu, c'était assez impressionnant. Il perd peu de ballons. Il fait bien avancer le jeu avec des courses ou avec des passes. Donc c'est un mec qui est assez complet. Sur les prises de balles, ça passe du génial au maladroit et dans les deux sens d'ailleurs. Mais vraiment, c'est vrai qu'entre les qualités techniques et ce potentiel, notamment sans ballon défensif, qui est hyper intéressant, tu peux imaginer le mettre un peu 6, 8, pourquoi pas un 10 qui va presser. Je sais pas ce que ça va devenir, mais je pense qu'en fait, il va y avoir les mêmes questions sur son poste que sur Pogba à une époque. Sachant que lui est peut-être un peu plus mobile que Pogba aujourd'hui, mais après Pogba à 18 ans était aussi un mec qui courait partout. Donc c'est vrai qu'il y a dans ce profil longiligne là très vertical,
Il n'y a pas énormément de joueurs comme ça que tu vois tous les ans sortir. Et dernière question sur ce Pape Matar Sarr, qui est un peu osé, mais vu qu'ils sont de la même génération, est-ce que ce que vous voyez de Matar Sarr cette saison par rapport à ce que vous avez vu de Camavinga auparavant, vous le situez où en fait? Ouais, quand même. Enfin, pour moi, c'est deux styles vachement différents quand même. Je trouve que Camavinga est plus dans la gestion du tempo, contrôle du rythme, plus mature, alors que Matar Sarr, je sais pas si Christophe est d'accord avec moi, il l'a vu au stade aussi, mais j'ai l'impression que c'est beaucoup plus instinctif ce qu'il propose. Que c'est plus un joueur de déséquilibre que Camavinga qui peut te gérer un tempo de match de Ligue Europa voire Ligue des Champions. Et bon, Christophe répond pas maintenant, on va revenir de toute façon sur le cas de Camavinga qui est évidemment il est dans le top 15 ? Ah bah bien sûr, un peu plus haut dans le classement. Mais Christophe, je reste avec toi par contre pour parler du joueur juste au-dessus, c'est Jonathan David qui a vécu un peu tout cette saison. Il y a eu un début de saison un peu compliqué. Depuis, il s'est bien repris et il a rattrapé le retard qu'il avait pu avoir à une période en termes de buts marqués par rapport à ses XG. Là, il en est à 10 buts marqués déjà sur l'ensemble de la saison de Ligue 1 seulement. Hein. Une passe décisive en environ 2000 minutes de jeu. Une trentaine de matchs joués, 24 en tant que titulaire, et un joueur donc qui a soufflé le chaud et le froid toute la saison, pour reprendre une formule et un poncif, mais qui mérite sa place parce que finalement il s'est bien intégré à ce que demande Galtier à ses attaquants. C'est un joueur qui travaille beaucoup en termes de pression. Il est dans le 84e centile, donc le top 20% en gros, hein, pour schématiser. Et puis oui, il s'est fondu dans le collectif. Maintenant, c'est vrai que on attendait peut-être plus de ce joueur-là, vu la réputation qu'il avait quand il est arrivé. Et finalement, on a un bon joueur d'équipe, mais on n'a pas forcément cette individualité qui va tirer l'équipe vers le haut encore. Ouais, j'irais même plus loin en disant que ses meilleures périodes ne sont pas si bonnes en fait. C'est-à-dire que si tu prends les buts, ça a mis très 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 longtemps à venir. Transfert record, donc forcément on attendait enfin ce premier but, qui est un but cadeau, je crois, à l'aller contre Lorient, où il y a déjà 3 ou 4-0 et où tout le monde veut le faire marquer, mais ça faisait déjà quelques matchs que tout le monde voulait le faire marquer. Donc c'était pas super significatif. Et depuis, alors il n'a pas non plus marqué un nombre incroyable de buts, mais c'est généralement des buts de renard, alors qu'ils sont super intéressants à l'échelle de la saison, hein, là-dessus il n'y a pas de souci, et Lille serait bien embêté s'il n'avait pas marqué ces buts-là, mais qui m'indiquent rien sur une transformation du joueur en fait, à part, oui, il est peut-être un petit peu plus lucide, plus vif, plus endurant aussi, parce que là j'avais noté, vous avez mis ça sur les notes de conversation, les minutes de ses buts en championnat, 89e, 53e, 91, 16, 89, 9, 83, 90, 92, 20. Donc concrètement, plus de la moitié de ses buts sont marqués après la 80e, et il y a un but à la 89, un but à la 90, un à la 91, un à la 92, même 2 buts à la 89e. Donc au moins... C'est un bon moyen de ne pas être sorti par le coach, ça, Christophe. Absolument. Et comme il n'est pas ultra bon en joker, parce qu'il n'est pas non plus ultra explosif, ça te donne le côté, il faut le maintenir jusqu'au bout, même quand il n'est pas bon. D'ailleurs, sur toute une partie de ces matchs-là, il n'était pas spécialement bon dans le jeu. Mais vraiment, moi, ce que j'avais vu en Belgique, je le revois pas pour l'instant sur cet attaquant complet qui peut mener. Je suis pas sûr que le 4-4-2 lui convienne bien. Il serait plus à l'aise dans un losange à jouer numéro 10 ou carrément à être, je sais pas, dans une équipe qui lui donne vraiment ce côté meneur avec un attaquant plus de profondeur, un 4-4-2 mais un peu plus étagé, je sais pas, de toute façon... Voilà, je n'ai pas de bon exemple, donc voilà. Mais le fait est que Lille avait parfois 2 espèces de 9,5 alignés ensemble, quand c'est lui, Yazice notamment. Et c'est difficile, ça demande un peu trop dans les pieds, t'as pas forcément les courses. Donc voilà, il met plus de buts. Dans le jeu, je suis toujours sur ma faim par rapport aux énormes espoirs que j'avais la saison dernière. Je commence à basculer du côté oui, mais parce qu'il a perdu du poids, il est plus explosif, mais il reste quand même... il n'a pas une charrette non plus, hein, mais c'est pas. J'ai l'impression que ça sera jamais le top 20% des attaquants dans ce domaine. Et mine de rien, ça fait beaucoup de choses. Et s'il lui reste que le côté bon dans la surface pour finir un peu en renard et pas mal pour mener le jeu, mais que sa vraie grande qualité, c'est de beaucoup presser, ça va limiter son développement. Ça en fera un joueur de bon niveau. Mais est-ce que ça l'amènera sur, par exemple, la même hauteur qu'un Osimhen qui presse tout autant mais qui est 2 fois plus rapide? J'avoue que je me
pose la question alors que j'étais 100% client du mec qui va faire 15 buts et 10 passes décisives en Ligue 1. Raphaël, sur David? Ouais, je suis un peu comme Christophe, je reste un peu sur ma faim, parce que c'est vrai que sur les qualités et l'idée et le concept du joueur, qu'on avait vu, alors Christophe l'avait beaucoup plus vu que moi, parce qu'il suit le championnat belge, et moi pas du tout, j'allais dire moins, mais pas du tout en vrai. Mais c'est vrai qu'il y avait eu des extraits qui étaient sortis où ça avait l'air d'être un joueur hyper complet, capable de finir les deux pieds, capable de combiner avec les autres, de créer autour de lui, et on n'a pas encore vu cette version-là. Alors est-ce que c'est dépendant du style de Lille, qui demande pas forcément à ses attaquants d'aller combiner avec tout le monde, mais je reste sur ma fin, mais c'est vrai que sur les qualités, alors je sais plus combien je l'ai mis, je l'ai mis 11e et là il est 10e. Ouais, c'est ça. C'est ça. Ouais, donc c'est à peu près là. Je pense qu'il y a aussi là une grosse marge de progression, et je pense qu'on a vu peut-être, je sais pas, 30-40% de ce qu'est Jonathan David. Alors il y a déjà des buts, donc ça c'est positif pour Lille, surtout s'il y a titre au bout ou moins Ligue des Champions, enfin, si ça a encore de l'importance. Mais ouais, il est là, mais je pense que s'il fait du Jonathan David à 80-90%, je pense qu'il est top 5. Et ça, c'est la différence entre peut-être cette année et l'année prochaine, si c'est un 2001. Non, malheureusement, c'est un 2000, janvier 2000. 14 janvier, donc en plus, il passe le cut limite. Ouais. Et non, c'est non, Jonathan. Mais on garde, il sera peut-être sur Coparena lors d'un prochain article, parce qu'il fait partie des joueurs que j'ai pas encore étudié sous cet angle-là. On enchaîne avec un latéral gauche qui a vraiment explosé cette saison à tel point que il y a une autre sélection que l'équipe de France qui lui fait du pied, c'est la Belgique. C'est Christophe Adrien Truffert. Alors moi personnellement, j'étais déjà, je trouve que Rennes a quand même beaucoup de chance d'avoir, en tant que Bordelais, je parle, d'avoir deux latéraux gauche de ce niveau, avec Fetou Mawassa et Adrien Truffert. Quant à Bordeaux, on n'en a même pas un demi, je pense, latéral aujourd'hui, valable. Et c'est vrai que Truffert est arrivé, et dès les premiers matchs, il a marqué pas mal les esprits par ses prises d'initiative, et notamment son dribble intérieur qui passe très très souvent, alors que finalement c'est le seul dribble qu'il a, mais il a un petit coup de rein qui fait qu'il est dur à voir venir et dur à stopper. Et puis, en fait, il s'est pas arrêté, il s'est installé dans l'équipe. Et aujourd'hui, même Mawassa, qui doit revenir de blessure, a du mal à le sortir et n'y arrive pas. Et aujourd'hui, à tel point que parfois, il y a même les deux alignés dans le couloir gauche. Et c'est vrai qu'il y a une comparaison qui est sortie il y a quelques temps, je crois même que Raphaël, tu l'as faite. C'est la comparaison avec Robertson de Liverpool. Et c'est vrai qu'il y a pas mal de similitudes sur le plan morphologique, sur le plan physique. Et aujourd'hui, Truffert, si on prend les statistiques en termes par rapport aux autres latéraux, évidemment, offensivement, il est vraiment dans ceux qui produisent le plus. Il est dans le top 70% en moyenne sur les XG, sur les tirs, sur les XG plus assists. Donc voilà, une arrivée en trombe, on va dire, en Ligue 1, Christophe, pour Adrien Truffert. Oui, avec des comparaisons qui sont assez flatteuses, toujours sur l'algorithme. Alors Romain Perrault, qui est peut-être pas le meilleur joueur du monde, mais qui est sur un apport offensif assez intéressant. Mais t'as du Reguilón, du Carvajal, du Lucas Hernandez. L'ami Alex Moreno aussi, qui apporte pas mal offensivement au Betis. Joueur très intéressant, qui est, je pense, aussi bien placé, parce que il a beau être sur un poste unique sur le côté latéral, forcément, un latéral dans une équipe, t'en as un, des ailiers, t'en as deux, souvent, des attaquants, t'en as deux, etc. Donc il faut être le meilleur pour jouer, mais mine de rien, des latéraux, il n'y en a pas non plus des milliers qui sortent, même s'il vaut peut-être mieux être français latéral droit que latéral gauche. Mais sur ça, c'est sûr que sur la nouvelle génération, peut-être que le meilleur français, il est dans son club, mais sinon il n'y en a pas non plus des dizaines. Il y a Itouré, qui est parti en première ligue. Mais la comparaison que Robertson, je pense qu'elle a été faite, on l'a fait à chaque fois qu'on parle de lui, j'ai l'impression, le côté le même, mais en plus light un peu partout, elle se justifie bien. Et en fait, autant sur les défenseurs notamment, je disais tout à l'heure, vraiment en caricaturant, mais moderne et un peu à l'ancienne, je pense que dans tous les cas, tu auras toujours besoin de défenseurs bons dans les duels, etc.
Autant les latéraux, je pense vraiment que Truffert, toute l'évolution du foot va dans son sens. Alors ça veut pas dire qu'il sait pas défendre derrière, hein, mais je pense vraiment que ses qualités sont toutes celles que vont rechercher les plus grands clubs, à quelques rares exceptions près, et que finalement s'il continue son développement là-dessus, il a même pas forcément besoin de trop améliorer ses faiblesses et les lisser. Je pense vraiment que s'il progresse sur ses forces, qu'il se met à être parfait sur les transversales, très bon sur les centres, sur la capacité à jouer intérieur, je dis pas que ça deviendra Ferland Mendy et qu'il sera titulaire au Real, mais en tout cas, tu peux, ne serait-ce que pour l'utilisation des deux pieds, machin, tu peux avoir un scénario comme ça où finalement, sans être un joueur incroyable et ultra flamboyant, bah, son côté très complet lui permet, encore une fois, je sais pas si c'est un joueur Super League, il est encore jeune sur le côté, voilà, novembre 2001, donc peut-être que dans un an, on pourra de nouveau parler de lui et faire un petit point sur son évolution. Parce que je lui vois pas une qualité où vraiment il serait immense, mais cet aspect ultra complet, quand tu es une équipe qui est amenée à avoir 55-60% de possession parce que tu es dominant et que tu as des ambitions, je le trouve relativement rare finalement à cet âge en fait. Il y a aussi quelque chose, Raphaël, là-dessus, pour compléter ce que dit Christophe, c'est que on l'a vu, alors certes, on est sur des échantillons assez faibles, parce que ça tient sur les quelques matchs qu'il a joué avec l'équipe de France Espoir, mais dans des contextes différents sur le plan offensif, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui donne l'impression d'avoir le volume pour être l'animateur du couloir, un peu tout seul, servir en bout de chaîne pour centrer et finir les actions, donc un peu comme un vrai piston, même s'il n'a pas été beaucoup. Mais on l'a vu aussi être pas mal dans l'association avec Gouiri devant lui. C'était un des joueurs, je ne sais plus quel match c'était de l'équipe de France Espoir, où il était le plus présent, le plus actif et un des plus convaincants. Donc même dans des contextes différents et pas forcément simples, parce que c'était pas la meilleure animation de jeu au monde, cette équipe de France Espoir pendant la phase de poule de l'Euro, et ben même là, il apparaissait comme un des joueurs les plus intéressants et qui prenait le plus d'initiative. Ouais, après il a un volume de jeu énorme, ce qui aide à prendre beaucoup d'initiatives. Il fait des allers-retours constants. Et je me rappelle qu'il a même joué Elie un moment avec Stéphane. Ouais, c'est ça, ouais. Quand il y avait Mawassa derrière, justement. Ce qui était un peu bizarre d'ailleurs, parce que Mawassa a été formé ailier et est repassé latéral, et Truffert qui sort latéral sur ses premiers matchs passait ailier. Enfin, c'était un peu bizarre, mais bon, pourquoi pas. C'était peut-être un hommage à Laurent Blanc. Mais c'était pas forcément hyper intéressant pour lui, parce que je pense qu'il a pas de qualité de 1 contre 1 et pas le coup de rein, à la différence peut-être de Robertson qui va vraiment très vite sur quelques mètres et qui peut te déborder. J'ai l'impression que Truffert sait pas le faire, ou en tout cas a plus de mal à le faire. Mais par contre, il a une vraie qualité de centre, il a un vrai volume, énormément d'efforts, et ouais, il sait combiner avec ses partenaires, et c'est ça qui est intéressant. C'est pour ça qu'aussi de l'associer avec Mawassa était un peu étrange. Ça marche mieux avec un joueur qui peut aller à l'intérieur, et pourquoi pas un droitier pour varier un peu les prises de balles, les angles de passe. Donc non, c'est vraiment hyper intéressant. D'ailleurs, ça pose la question de ce que va devenir Mawassa quand même à Rennes, parce qu'il s'était bien installé au poste de latéral gauche, et aujourd'hui t'en as deux qui ont quoi, 2-3 ans d'écart. Il me semble que Mawassa, ça doit être un... 98, ouais. Il était dans notre liste d'ailleurs il y a quelques temps, Mawassa. Oui. Donc après tu peux très bien vendre un des deux et garder l'autre. Mais en tout cas, il y a une belle concurrence entre les deux. Non, moi je suis vraiment, j'aime beaucoup le joueur parce que c'est surtout sa qualité de centre sans avoir à déborder, en brossant le ballon, en le mettant vraiment dans la zone où le gardien a peur de sortir et dans la zone où les défenseurs doivent défendre en reculant. Ça, c'est vraiment très fort. Et rien que ça, je pense que ça peut lui permettre de jouer à un bon niveau. Ça, plus son volume de jeu, je pense que ça suffit. Après, le bémol, ce serait s'il y a un duel à la course avec un adversaire qui va très très vite. Là, peut-être qu'il va manger, mais bon, après, il n'y en a pas non plus 1000 dans tous les championnats. Et quand tu me dis Vinicius contre Truffert, je pense que là, peut y avoir souci. Même Doku contre Truffert, je pense qu'il peut y avoir souci si à l'entraînement ça se passe comme ça. C'est sur l'aspect défensif, il y a encore sur le 1 contre 1 et la vitesse. C'est peut-être là que la différence avec Robertson est la plus forte. On enchaîne avec le 8e, oui c'est ça, le 8e dans le classement. C'est un joueur déjà transféré, Christophe, qui va partir cet été, qui va franchir le Rhin pour aller de Strasbourg jusqu'à Leipzig. En Allemagne, c'est un joueur qu'on avait déjà, je crois, dans nos classements précédents. C'est Mohamed Simakan. Mohamed Simakan, né le 3 mai 2000, donc c'est sa dernière année dans notre classement. Et un joueur qui domine beaucoup de stats quand on regarde le... Elle est folle, hein, sa page, clairement. Ouais.
Il a, on va dire, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Il a une dizaine de statistiques où il est dans le top 10% au niveau des grands championnats, quoi. Sur 20, Mais- quasiment statistiques, peut-être même Ouais. 19. Enfin, voilà, c'est impressionnant. Et en plus, ce sont des stats offensives pour un défenseur central et par rapport aux autres défenseurs centraux, évidemment. Il y a aussi des stats de dribble où il s'en sort très bien, des touches de balle dans la surface adverse aussi, mais aussi des tacles évidemment réussis. Alors, il a en plus pour lui une certaine polyvalence, mais à Leipzig, il va passer sans doute par le même chemin qu'ont pris Upamecano, Konaté ou Mukiele. Ça va être déjà de se fixer à un poste sans doute et de se développer, parce qu'à Strasbourg, au final, on l'a vu central dans une défense à 3, on l'a vu latéral aussi dans une défense à 4, et je crois même qu'on l'a vu piston un peu plus haut sur le terrain dans une défense à 3. Même milieu def, il y a un moment, il me semble. Et même milieu def, ouais, c'est tout à fait possible. Donc il y a déjà ça qu'il va falloir d'abord éclaircir quand il va arriver en Allemagne, je pense. Oui, c'est ça. Et j'avais beaucoup de mal à juger ce joueur, parce que même en lui voyant une trajectoire, j'ai du mal à juger les joueurs, enfin le joueur à qui j'essaie de le comparer. Je m'explique. C'est-à-dire que je lui vois assez facilement une trajectoire à la Mukiele, plus qu'à la Upamecano, hein. Clairement, je pense qu'Upamecano, c'est une anomalie, entre guillemets. Enfin, de toute façon, il va aller au Bayern. Donc voilà, quand tu es amené à être transféré dans un tel club pour un tel montant, tu fais partie du 1%, du top 1% à ton poste. Donc c'est sûr que ça sera difficile d'être le nouveau Upamecano. Concrètement, je l'imagine tout à fait comme Mukiele, être capable de jouer à pas mal de postes. Pourquoi pas être axial droit d'une défense à 3, être latéral, alors plus souvent piston, hein, dans l'équipe de Nagelsmann, où Mukiele est devenu un joueur très très intéressant offensivement, alors que je trouve qu'il partait d'assez bas. Quand il était en Ligue 1, j'avais un peu de mal à comprendre les directions que prenaient ses centres, etc. Je pense que Simakan peut tout à fait, ou Simakan, je ne sais pas, peut tout à fait suivre cette trajectoire-là, mais en fait, je n'arrive pas à savoir concrètement comment juger Mukiele en fait, quelle est sa carrière, c'est-à-dire que il est très régulièrement titulaire dans une équipe qui joue le titre en Allemagne, même si elle ne le gagne pas, elle le joue quand même, qui fait des vrais parcours en Ligue des Champions, mais en même temps, il est pas dans le top 2, voire le top 3, peut-être même pas le top 4 à son poste au niveau français, alors que c'est pas non plus le poste le plus pourvu. J'ai l'impression qu'il est pas dans tellement de rumeurs de transfert pour vraiment passer le cut. Il va faire une très belle carrière, et moi j'adore cette équipe de Leipzig et je suis généralement assez content de voir Nkunku, de voir Mukiele, etc. Mais je me dis, bah du coup, si Makan dans 2 ans ou 1 an, voilà, il est dans la situation de Mukiele, voilà, installé à son poste, etc., très polyvalent, mais qu'il est à Leipzig et qu'on a l'impression qu'il n'ira pas dans un club de dimension supérieure, qu'en conclure en fait. Ça sera une bonne carrière, mais ça sera peut-être pas non plus à la hauteur de certaines actions où tu vois et tu te dis putain, le mec est très fort à plein de postes. Donc je sais pas, mais rien que ça serait intéressant, hein. Lui jouerait des matchs importants à la Ligue des Champions et dans des équipes où je pense que tu t'éclates. Je vais voir si Nagelsmann part, notamment au Bayern, qui le remplacera, mais je pense que l'idée générale sur le fond de jeu va rester, donc je pense que pour un joueur c'est top. Maintenant, je peux pas le mettre dans le top 3 ou dans le top 5 parce que je pense qu'un Camavinga, par exemple, qu'on a déjà cité, donc là-dessus on dévoile rien. Je pense qu'un Camavinga peut s'installer éventuellement dans des équipes type Real, etc. Alors que je vois pas le scénario où un Mukiele ou un Simakan pourrait arriver là-dessus, peut-être justement avec cette polyvalence qui les dessert, quoi. J'ai l'impression que Upamecano peut jouer que central, mais sera très, très bon et meilleur, quoi. Tu vois pas un potentiel Koundé pour Simakan au poste de central ? Parce que pour moi, ils rentrent un peu dans la même... Enfin, ils ont pas exactement les mêmes qualités, mais dans la même idée de joueur qui est pas énorme pour le poste de central. Bon, il est quand même plus grand que Koundé, hein, qui fausse un peu tout ça avec sa touffe. Mais tu sais, des mecs hyper bons avec le ballon, qui peuvent se projeter, tu sais pas trop à quel poste les mettre. D'ailleurs, les deux peuvent jouer latéral droit ou central. Je pense même que Koundé dans une autre équipe pourrait jouer milieu def. Je le fâche pas, Simakan, je le trouve vraiment exceptionnel sur beaucoup de qualités, mais dans une équipe qui peut-être s'appuie pas sur celle-ci ou qui lui permet pas de les mettre en avant. Mais je sais pas, la trajectoire Koundé me semble pas improbable. Oui, non, c'est vrai, mais pareil, le Koundé, c'est encore une trajectoire en cours de... Bon, il a gagné une coupe européenne, hein, mais c'est encore incertain sur vraiment... Pour moi, c'est une anomalie limite dans le foot, c'est un joueur incroyable, montrera qu'il est à Séville, qui est 4ème de Liga et qui a encore des paliers au-dessus, quoi. Ouais, mais dans 1 an, il est plus haut, tu vois. Bah, j'espère. Au max, donc
Je sais pas, Simakan, je suis assez client. Moi, je l'ai mis 5ème, tu vois, tu disais pas top 5, mais je l'ai mis 5ème parce que quand j'ai fait son étude pour. Je vais reciter Coparena pour la 1000e fois. Je vais arrêter de le dire maintenant que vous aurez compris que c'est sur Coparena. J'ai trouvé que vraiment qu'il y avait des qualités dans tous les domaines. Alors, déjà, il a un don. Je sais pas si vous avez vu beaucoup de matchs de Strasbourg, mais pour sauver des ballons sur la ligne, je sais pas combien il en a fait, mais dans ses meilleures actions sur Westcout, il y a la moitié, c'est ça. Il est bon techniquement, il a un volume de jeu conséquent, il est fort dans le duel, très très difficile à éliminer. Franchement, moi je suis vraiment. Après, j'ai un truc avec les centraux qui sont pas gigantesques. Par exemple, là il fait 1,87, ce qui est pas petit, hein, parce que je fais 17 cm de moins presque. Quand même. Mais quand on voit que Botman, par exemple, Badé, Badiachil ont 5-6 cm de plus, bah je trouve que ça fait une différence visuellement, et pourtant il est quand même très bon. Alors sur les duels aériens, c'est là qu'il est en difficulté, parce qu'en plus il a pas forcément un super timing, mais vraiment dans le 1 contre 1, je regardais ses stats vous avez cité certaines, mais de tacle et de 1 contre 1, ou de dribble subi, c'est du Van Dijk en fait, ces stats là. Et sur tout le reste, il est au moins à la moyenne. Donc c'est pour ça que je suis assez optimiste pour lui. Mais ouais, la fourchette de scénario est peut-être plus grande que pour d'autres joueurs. On enchaîne avec un joueur sur lequel vous êtes moins optimiste, je crois, vu votre classement. Moi, je l'ai mis très très haut. Je l'ai mis sur mon podium. C'est Maxence Cacré. Non, je pensais que tu allais dire autre chose. Ah oui, non, Maxence Cacré qui est 7ème de ce classement cette année. Alors lui, bon, c'est 1m74, 63 kg, pour reprendre ce que tu disais par rapport à Simakan et rester dans le gabarit. Moi, il y a juste... plusieurs stats qui concernent un petit peu la même chose, mais en termes de pression, il est juste exceptionnel, puisqu'il est dans le top en termes de tacle au milieu de terrain, dans la zone offensive, de pression au milieu de terrain, dans la zone offensive, dans la zone défensive. Christophe, j'ai l'impression en fait que c'est qui était le Messi du pressing déjà ? C'était Konrad Laimer. Je pense que Cacré peut devenir le futur Konrad Laimer. Enfin, le Messi, oui, du pressing, parce que là, dans ses statistiques, c'est tout simplement impressionnant. Et en plus de ça, il y a d'autres stats plutôt créatives où il est présent, mais vu qu'il est tellement actif en termes de pression et jeu sans ballon, on en parle moins, mais en termes de passes longues, il est dans le top 10%, et en termes de passes dans la surface de réparation, il est dans le top 12% aussi. Donc c'est un joueur aussi qui dans le dernier tiers peut être créatif, même s'il le montre pas forcément très souvent à l'OL. Moi je reste sur ce que je disais l'an dernier, parce qu'en préparant l'émission, en essayant de retrouver le top 15, j'ai réécouté quelques passages, et l'an dernier je disais le jour où on tombe sur un coach qui va dire qu'il s'appuie sur lui et qu'il veut énormément presser, Cacré jouera tous les matchs, il sortira plus de l'équipe. Aujourd'hui c'est pas le cas, mais qui sait, demain si l'OL change de coach, pourquoi pas. Alors déjà sur les pressions, il est tellement fort que c'est le meilleur en Europe à son poste, donc c'est amusant pour quelqu'un qui a le même gabarit que Scotty, l'auteur du légendaire 1m73, 62 kg. On peut dire que c'est assez intéressant, et que rien que pour ça, je suis content que Cacré existe, parce que ça va peut-être calmer un petit peu une partie des discours sur le gabarit pour gagner des duels. On se rend bien compte que tu peux avoir des jambes et tu peux bien utiliser ton corps. Sachant que les deux meilleurs depuis quelques années, c'était Kanté et Gay. Oui. Qui sont pas gigantesques non plus. Oui, non, mais c'est ça. Makelele n'est pas non plus gigantesque à l'époque. Enfin voilà, mais c'est vrai que là-dessus, alors je sais pas, il y a quand même un tropisme sur la couleur de peau. Il y a peut-être le côté un peu petit blanc qu'on imagine technique. Je sais pas, il y a quand même parfois ce truc-là, notamment dans les instances françaises. Il y a quelques années, il y avait des discours un peu étonnants. Tu veux dire la Zambo Anguissa inversée ? Oui, c'est ça. Ou Zambo Anguissa, parce qu'il était grand et noir, il était considéré comme un mec pas technique, alors qu'il arrive à Villarreal et il dribble tout le monde et il a des stats de dribble impossibles. C'est ça. Mais en fait, j'avoue que pour Cacré, moi je l'ai mis assez bas, parce que ce que je vois à Lyon depuis quelque temps sur la gestion d'effectifs me fait m'inquiéter sur est-ce que finalement son profil va correspondre à tant d'équipes que ça. Est-ce que, alors je veux absolument pas dire qu'il est pas créatif ou autre, mais est-ce que on va pas être dans cette espèce d'entre-deux où au final, soit on voudra des joueurs qui pressent un petit peu moins, mais qu'on imaginera plus créatifs sur des longues passes, etc. Ou est-ce qu'on voudra des purs meneurs reculés et on estimera que lui, il est plutôt sur un profil, je sais pas, Nzonzi, des joueurs comme ça qui sont dans les passes courtes. En fait, j'ai l'impression que le fait de pas avoir de poste défini peut le desservir,
Un peu le côté, ce que j'évoquais pour Simakan, c'est-à-dire qu'il est bon partout, mais il faut vraiment trouver l'endroit où tu vas l'installer si jamais tu veux l'installer. Et est-ce que finalement beaucoup d'équipes ont besoin d'un Messi du pressing qui sera très bon, qui sera bon dans pas mal d'autres domaines avec ballon, mais qui va pas t'apporter énormément en passe dans le dernier tiers, en dribble, en frappe de loin, voilà, vraiment en action décisive. Je me pose la question et c'est vrai que quand je vois ce que fait Paqueta par exemple, en gros si tu fais vraiment le double axe, alors tous les clubs n'ont pas ça, hein, mais le double truc Paqueta-Guimarães, je me dis t'auras Guimarães qui va moins courir mais qui sera plus créatif avec la balle, plus intéressant peut-être pour sortir de la pression, même si j'imagine qu'il est quand même moins mobile que Cacré pour le déplacement, mais meilleur sur la première touche sous pression. Et de l'autre côté, Paqueta qui sera plus créatif, qui va courir à 80-85% de ce que fait Cacré, mais du coup tu vas mettre le curseur et te dire ouais ça nous suffit parce que nous ce qu'on cherche c'est la créativité. J'avoue que voilà, j'ai l'impression que ça sera ça si tu vises vraiment des très grands clubs et qu'encore une fois, Cacré, ça sera plus sur du projet Leipzig, du Gladbach, des choses comme ça, s'il doit s'installer, plutôt que d'aller chercher le top 5 européen, la Super League, ce qui est la destinée des 3, 4, 5 meilleurs joueurs de cette cuvée. Raphaël, sur Cacré, né donc le 15 février 2000, donc c'est sa dernière année d'ailleurs dans ce classement aussi. Ouais, il faut préciser que c'est à cause de Christophe qu'il est si bas, hein, parce que il l'a mis 14e Christophe dans son top. Je l'ai mis 14e Oui, ah ouais. Je l'ai mis 4e et j'imagine que Flo t'as dû le mettre pas très loin. Deuxième. Ah bah ouais. Donc c'est la faute de Kuchli, hein. Les Lyonnais peuvent attaquer le compte C Kuchli, K-U-C-H-L-Y. Y a pas de souci. Non mais en fait j'ai envie que Maxence Cacré venge Cosiello. Parce qu'il est quand même plus costaud, avec ballon il me semble un peu meilleur, mais c'est je trouve dans l'idée du joueur un peu similaire, du mec qui va avoir un gros volume, qui va gratter des ballons alors qu'on n'imaginait pas qu'un gabarit comme ça pouvait gratter des ballons, mais en fait il est tellement fort sur le temps de passe et tellement solide quand il faut aller gratter un ballon dans les pieds qu'il arrive à en prendre. Et il est dans un... Alors justement j'allais dire il est dans un milieu, mais il n'est pas forcément dans un milieu, il est parfois dans un milieu qui peut être aussi technique que celui de Nice à l'époque, qui s'exprime moins bien mais qui peut être aussi technique. Et je pense quand même que son profil très pression à une époque où le pressing devient très important, et peut-être qu'il redeviendra encore plus important quand toute l'époque Covid sera derrière nous, je pense que ça peut coller, d'autant plus qu'avec ballon il est quand même assez fiable et assez intéressant. Alors c'est vrai qu'il pourrait être un peu plus créatif, mais lors du Final 8 il avait claqué quelques passes qui auraient pu être décisives, notamment celle pour Depay contre le Bayern. Il voit le jeu quand même. Je suis assez optimiste pour lui, alors que c'est vrai que dans ces tops-là, tu te demandes toujours ce que peuvent devenir des profils très prononcés, très radicaux comme ça, parce qu'il y a quand même une forte personnalité, et tu peux pas le mettre n'importe où, n'importe comment. Mais voilà, il peut très bien faire peut-être pas aussi bien que Kanté, mais il peut très bien faire la carrière d'Idrissa Gueye, voire mieux, et ce sera déjà quelque chose de supérieur, je pense, à pas mal de joueurs de cette liste-là. Même si cette cuvée est très forte aussi, hein. Je pense que dans l'an dernier, par exemple, il est top 3 incontesté. Si on le voit plus jouer. Flo, tu le vois jusqu'où en fait, si tu le mets deuxième? Parce que du coup, ça veut dire que, sans donner tous les noms, hein, mais tu le vois au-dessus de joueurs qui sont déjà internationaux, etc. Oui, bah, je le vois. Pour moi, c'est un joueur qui aurait pu être formé au Barça, tout simplement, dans la manière de lire le jeu, dans la manière de réagir à la perte du ballon, de se déplacer, etc. C'est un joueur qui aurait pu être formé à Barcelone aujourd'hui, Cacré, à mon sens. Et qui donc du coup aurait sa place, pourquoi pas, dans un club type Barcelone? Je sais pas si j'irais jusque-là, surtout vu le milieu du Barça aujourd'hui, mais je pense que c'est quelqu'un qui, s'il avait eu le temps de jeu sur l'ensemble de la saison, je pense déjà que Lyon serait un peu plus haut au classement aujourd'hui. Et je le prends à Liverpool à la place de Naby Keita ou etc. Ah bah, par exemple, pourquoi pas. Mais oui, dans ce registre-là, je lui vois pas de défaut. Je lui vois pas de défaut à part le fait qu'il a pas assez de temps de jeu, mais ça dépend pas de lui, quoi. Donc c'est pour ça que je le mets aussi haut. Même si de toute façon le tir groupé des 5-6 joueurs devant, ça reste assez resserré quand même. Et surtout pour les 3 derniers milieux, dont Cacré fait partie, mais il y en a 2 autres au-dessus. Voilà, c'est des mecs qui vont prétendre à ce niveau-là, je pense. Mais je pense que, en fait, déjà, c'est moi qui le plombe, mais... alors, j'aurais peut-être tort, hein, j'espère avoir tort, hein, c'est un joueur que j'apprécie beaucoup, je crois que j'ai écrit sur lui
pour vanter ses mérites sur Eurosport, après genre 4-5 titularisations, on m'avait insulté parce que je le mettais trop en valeur, alors que bon voilà. Mais en fait, je suis très influencé par l'utilisation qui est faite de lui de Rudy Garcia, et j'ai peur que d'autres fassent la même, mais peut-être que pas du tout en fait. Peut-être que l'exception c'est Rudy Garcia, et que si tu l'amènes dans un club peut-être de plus haut standing, il sera incontestable de par ses qualités, mais bon, son relatif déclassement, en fait, j'ai peur que ça soit un marqueur, mais peut-être que je me trompe. On enchaîne justement avec un autre Lyonnais qui a eu encore moins de temps de jeu. Je vais rester avec toi, Christophe, que Maxence Cacré cette saison. C'est Ryan Cherki. Ryan Cherki qui, je crois, est à 600 ou 700 minutes de jeu. Ouais, 554 minutes de jeu en Ligue 1 cette saison pour une passe décisive. Mais bon, 554 minutes de jeu et avec surtout beaucoup d'entrées en jeu et très peu de titularisation, vu qu'il n'a été titularisé qu'à 4 reprises cette saison sur 23 apparitions. Christophe Cherki, le problème, s'il est aussi bas, c'est peut-être parce que, enfin si bas, il est 6e du coup, c'est peut-être parce qu'il n'a pas assez joué, mais du coup on va simplement parler potentiel. Et c'est vrai que tout à l'heure on parlait de Doku en termes de dribble réussi. Cherki aussi est très très haut puisqu'il est dans le top 1% sur le nombre de chevauchés avec le ballon et le nombre de dribbles réussis. Et déjà, il flirte avec le top 10% sur le nombre d'actions menant à un tir. Voilà pour les quelques statistiques qu'il a sur ses performances en championnat par rapport aux 5 grands autres championnats. Ouais, en course, il est derrière Messi. Il est une course derrière. Je sais pas s'il y a d'autres entre deux, mais je pense pas. Il est peut-être deuxième. Et en dribble, par contre, il est deuxième juste derrière Adama Traoré, mais là, c'est au 10e. Donc, il pourrait être leader là-dessus. En fait, moi, j'ai du mal à juger, mine de rien, les joueurs qui ne jouent pas, donc comme tout le monde, mais en plus quand t'es pas aux entraînements, c'est difficile. Donc là-dessus, il y a forcément un malus entre d'autres où je le vois chaque semaine. Voilà, la deuxième chose, c'est que mine de rien, il y a beaucoup d'entrées en jeu, et le foot d'entrée en jeu, c'est pas exactement le même que quand tu commences le match. Les adversaires sont pas les mêmes, les configurations de match sont pas les mêmes, les dépassements de fonction sont pas les mêmes. Typiquement, alors c'est pas toujours le cas, mais voilà, quand on te fait rentrer, que ton équipe est menée ou que tu dois débloquer la situation, bah c'est sûr que tu n'auras pas forcément de course de repli à faire parce que ton latéral sera beaucoup plus proche parce que tout le monde est dans le camp adverse. Et c'est vrai qu'il y a pas mal de configurations de match où, alors qu'il y a eu certaines rencontres où il a débuté, notamment en coupe, où il était vraiment énorme, donc tu sais que le talent est là. Mais en plus, toutes les minutes qu'il joue, même quand il change le cours du match, je me dis, ok, c'est en partie dû à ses qualités, mais s'il le débute, est-ce qu'il a le même impact? Là-dessus, c'est difficile à juger. Donc je pense que la configuration joue. Et la deuxième, c'est que, alors tout le monde sait, et puis on l'a déjà parlé ici, mais depuis qu'il a, je sais pas, 13 ans, tout le monde sait qu'il est au-dessus du lot sur beaucoup de choses, sur l'utilisation des deux pieds, sur le dribble, sur la créativité dans certaines décisions avec ballon. Il n'y a pas de problème. Maintenant, sur l'attitude sans ballon, je parle même pas de l'attitude générale au club, etc. Je ne connais pas spécialement. L'attitude sans ballon, je lui vois pas le truc du « Ah, il faut s'arracher comme un chien quand la balle est perdue, contre-pressing », qui peut plus facilement faire passer la pilule quand tes dribbles ne passent pas. C'est-à-dire si ton dribble ne passe pas mais que tu récupères la balle derrière, à mi-tour repart à 0, c'est pas grave. Un Kingsley Coman là-dessus a au moins ce truc-là, même les mauvais jours, a priori, il court beaucoup. Cherki ne l'a pas forcément, ou alors je le vois pas. Et donc j'ai toujours dans ma tête le petit truc, en fait il y a toujours une petite menace du prodige qui a plus une trajectoire à la Ben Arfa. Ben Arfa qui a été plein de fois international, donc c'est pas une carrière ratée. Mais voilà, Ben Arfa quand les dribbles passent pas, tu te dis qu'est-ce qui reste? Et ça peut être une menace d'être plus ça qu'un Lionel Messi, si tu prends vraiment l'exemple ultime du gars qui dribble à chaque fois et qui fait d'autres choses. Raphaël? Oui, mais après, si Ben Arfa avait été présent, ou si on était présent à l'époque où il sortait en Ligue 1 et qu'on avait fait ce top 15, on l'aurait quand même mis très haut, malgré toutes ses limites. Oui, il fait tellement... Ouais, mais après, toi, a posteriori, t'as trop d'infos sur lui, c'est pour ça aussi. Mais non, mais Cherki fait tellement de différences, tellement facilement, sur parfois des très courtes entrées en jeu, que j'ai du mal à pas le mettre haut. Moi, je l'ai mis 3ème, donc juste devant Cacré dans mon top, parce que, et pourtant au départ quand j'ai commencé à le voir jouer, je trouvais qu'il y avait des prises de décision, des attitudes comme tu le disais qui posaient question, surtout d'un mec qui vient de sortir, mais après les joueurs sont tellement starisés maintenant que tu peux arriver à 17-18 ans dans une équipe et avoir un statut supérieur à un mec qui est là depuis 5 ans, parce que le club mise beaucoup sur toi, parce que tu vaux quelque chose, parce qu'il faut que tu signes ou prolonges ton contrat. Mais après c'est ça, la capacité à par contre changer des attitudes, corriger certaines limites,
qui feront qu'il passera d'un joueur qui va être hyper décisif et hyper intéressant à un joueur qui sera indispensable et qui ira très très haut, parce que sur le talent et sur les qualités, alors on peut parler de l'ambidextrie, on peut parler du coup de rein, on peut parler de la résistance au duel, c'est quand même assez fort, et il n'y a pas beaucoup de joueurs de ces dernières années en Ligue 1 qui sont sortis aussi jeunes et qui ont montré autant de qualité et un profil assez unique, quoi. Parce qu'il y avait l'ambidextrie de Dembélé, oui, mais il n'y avait pas la même maturité physique, et là Cherki, il est plus costaud que des mecs qui vont à la salle tous les jours depuis 10 ans. Il y a un truc naturel chez lui qui est assez impressionnant. Donc au-delà de sa qualité technique. Et justement, pour faire la différence sur le plan physique avec le joueur qui est juste devant lui au classement, Raphaël, on va rester avec toi. C'est Sofiane Diop, né le 9 juin 2000, où physiquement c'est moins solide, mais c'est vrai que c'est peut-être la meilleure progression de la saison, parce qu'au final c'est un joueur qui était la saison passée prêté en Ligue 2, où il n'a pas forcément et pas spécialement brillé avec Sochaux, hein. Il joue à peine 700 minutes, il les joue même pas d'ailleurs les 700 minutes, il met un but, une passe décisive, et cette année il débarque à Monaco, dans un Monaco de Kovac qui lui fait une place très bien pensée pour son jeu, pour ses qualités, parce que c'est un joueur d'interligne qui va être bien servi dans le dos des milieux adverses, et qui va être toujours bien orienté et capable de faire des différences sur sa première touche, sur ses prises de décision, et du coup quand même finir être pour l'instant avec 7 buts marqués en Ligue 1, une passe décisive, et puis une première saison pleine au plus haut niveau, tout simplement. Ouais, et je suis très fan du profil, parce que c'est le profil, je trouve, qu'on sort pas trop en France, de mec qui va être capable de jouer entre les lignes, de bien s'orienter, de se retourner sur sa prise de balle, de voir le jeu. Mais c'est aussi ce qui me fait douter sur, non pas le potentiel, mais la considération qu'il va avoir, oui, notamment chez nous. Et du coup, c'est pour ça que je pense que de vous trois, c'est moi qui l'ai mis le plus bas, je l'ai mis 9ème. Je sais pas, Flo, je pense que tu l'as mis premier avec 10 points d'avance devant tout le monde, parce que tu l'adores. Je sais plus où je l'ai mis. Chez moi, il est 3 en tout cas. Flo, ça fait 3 ans qu'il nous en parle à chaque fois qu'il le voit jouer 2 minutes et qu'il dit oh là là, quel bon joueur. Donc il faut reconnaître ton œil sur le coup, Flo. Mais voilà, je me pose la question de qui va aller le chercher et comment il va l'intégrer à son projet. C'est celui sur lequel je pense, enfin c'est le joueur qui a le plus besoin d'un style de jeu particulier. Oui. De quasiment du top 15. Je pense que Cherki, tu peux le mettre dans n'importe quel style de jeu, il va faire des différences. Diop, tu vois, et là ça a marché avec Kovac. Si pour X ou Y raison, lui change de club ou Kovac change de club et il y a un projet très différent qui se met en place, qu'est-ce que donne Sofiane Diop? Et moi, c'est pour ça que c'est le joueur pour qui j'ai le plus peur par rapport à ce qu'il montre cette année. Oui, c'est sûr que Christophe, qu'il est moins soluble dans un plan de jeu où on ferait moins attention à la construction et on le mettrait sur un côté, mais dans un registre, on te met sur un côté et c'est toi qui dois faire la différence et aller fixer. Là, normalement, quand il reçoit les ballons, il est déjà en bonne position, justement pour bien se positionner lui, mais il est dans une situation idéale pour jouer sur ses qualités parce qu'il a de l'espace pour s'exprimer, parce que l'espace est créé auparavant sur le terrain. Mais si tu le mets sur un côté en lui disant faut que tu fasses la différence toi-même, là c'est plus compliqué, et je pense d'ailleurs que c'est un petit peu ce qui se passait quand il était en Ligue 2. Oui, mais j'espère que on a trouvé qui était Sofiane Diop et que plus personne ne se trompera. En fait, qu'on se dit un mec qui était censé quasiment être en marge du groupe en début de saison, qui se retrouve étant non seulement titulaire, mais en plus un élément important de cette équipe. J'ose imaginer que soit un changement d'entraîneur à Monaco, soit un changement de club pour lui, ça sera fait en prenant en compte ce côté... alors c'est la comparaison, voilà, s'il n'est pas au même niveau, hein, mais ce côté un peu Iniesta où effectivement il peut jouer sur le côté, mais il est meilleur en axial un peu excentré, mais voilà, axial quand même. Et alors il y a forcément, et je l'assume totalement, hein, ce biais de la saison écoulée qui me fait mettre un gros malus à Cacré et un gros bonus à Diop, mais pas sur les joueurs, en fait sur l'utilisation. Et du coup, voyant Cacré ne pas être bien utilisé ou pas utilisé par son entraîneur, je me dis bah mince, ça va être le cas d'autres contextes, et inversement là je vois Diop être bien utilisé par Kovac, qui est pas l'entraîneur avec le jeu de position le plus abouti sur l'historique de sa carrière. Alors un entraîneur progresse, il y a pas de souci, il s'entoure d'un staff, il réfléchit au modèle de jeu, mais tu vois le Kovac de Bundesliga, notamment du Bayern, honnêtement avec le ballon c'était un petit peu touffu, un petit peu fouillis, et donc je me dis qu'en fait c'est plutôt un signe positif, et que peut-être, sachant que le projet monégasque en plus c'était pas, pour moi c'était pas, quand il était présenté avec Mitchell,
Tout ça, c'était pas un truc comme ça où je visualisais Jovetic, Diop, Tchouaméni ensemble sur un terrain, utiliser le ballon de cette façon. Donc, tu te posais la question, en gros, d'un Cacré qui pouvait être un joueur formé au Barça. Moi, j'ai cette remarque pour Sofiane Diop. Je dis pas qu'il va aller au Barça ou qu'il a même actuellement le niveau pour y être. Mais je me dis qu'en fait, je suis assez optimiste. Bon, en plus, ses stats défensifs, c'est toujours contextuel, hein. Mais il est premier à son poste en Europe en tacle. Et Ouais. en pression, il est dans le top 6%. Ou top 94 si t'inverses. Mais voilà, il est parmi les meilleurs. Et rien que ça démontre une volonté d'y aller. Au duel, il peut exploser, mais en tout cas, il y va. Et si tu combines ça avec sa capacité à prendre l'info, sa lecture spatiale à 360 degrés, sa première touche, en fait, pour moi, c'est le joueur où si t'acceptes que effectivement au duel, ça peut être compliqué, tu peux le mettre à aller, pourquoi pas, si tout tourne bien, à la place de David Silva à City, ou en tout cas dans un truc peut-être un petit peu inférieur, mais en tout cas, c'est ça qui me fait le mettre très haut, en fait. Je crois vraiment que ce talent entre les lignes, est assez rare à l'échelle française, et en plus peut permettre quand même plusieurs utilisations quand tu es une équipe protagoniste, si on prend la traduction du mot espagnol, qui est souvent dans le cas adverse, et que du coup, tu peux mettre un mec relayeur factuellement, dans l'absolu, t'es milieu offensif, quoi. On enchaîne avec le 4e de ce classement, Raphaël, un joueur du Paris Saint-Germain, un attaquant du Paris Saint-Germain, 12 buts marqués en 1600 minutes de jeu, qui souffre un petit peu après avoir contracté le Covid il y a quelques semaines, c'est Moïse Kean, et un joueur qui s'est bien fondu dans le PSG, que ce soit celui de Tuchel ou de Pochettino ensuite. Il a rapidement été efficace, il a rapidement bossé aussi, ce qui n'était pas forcément une habitude chez les attaquants du PSG. Et il est surtout rapidement passé devant un Icardi dans la hiérarchie des attaquants. Oui, et on parlait de machine de Messi du pressing. Moïse Kean, en tant qu'attaquant, c'est pas mal. Il a un peu réveillé pour un moment le pressing du premier rideau parisien. Alors je pense, de nous trois le moins fan de Moïse Kean. Il était 7ème dans mon classement. Pour plusieurs raisons. Un, parce que je trouve que sur le plan technique, il y a quand même certaines limites, qui sont compensées certes par son activité et ses qualités athlétiques, mais moi, c'est pas forcément le style d'attaquant que je vois aller le plus haut. Je pense qu'il y aura quand même un moment un plafond pour lui sur ce qu'il sera capable de faire collectivement. Et puis l'autre raison, c'est que alors, c'est un peu injuste, parce que c'est aussi c'est bravo à lui d'être déjà si haut, mais je vois pas ce qu'il pourra faire de mieux que le PSG déjà en tant que club, et surtout est-ce qu'il pourra devenir vraiment l'attaquant référence d'un club du niveau du PSG, ou est-ce qu'il sera toujours le 3e, 4e attaquant parce qu'il va courir, parce qu'il va faire des efforts, parce qu'il va apporter de la profondeur. Mais disons que je vois pas Kean de passer du rôle de 3e, 4e attaquant à leader d'une attaque de niveau Ligue des Champions, Super League, peu importe le nom de la compète et le format. C'est pour ça que et pourtant après, par contre, sur la mentalité, vraiment c'est génial, mais à un moment les limites techniques me posent un peu problème. Je l'ai mis quand même dans le top 15 et assez haut, 7ème, parce que il y a quand même beaucoup de qualités qui peuvent lui permettre de faire ça, et peut-être que il va s'améliorer aussi sur ce qu'il est capable de faire dans la surface. Là, au PSG, il est pas tout le temps dans la surface d'ailleurs, surtout quand il joue côté. Donc il y a beaucoup de variables qui font que je me pose des questions sur lui. Christophe, je sais pas ce que tu en penses, mais les limites techniques qu'évoquait Raphaël, personnellement, je me dis que si c'est l'attaquant qui intéresse Antonio Conte un jour, il peut avoir une évolution à la Lukaku. Oui, par exemple, effectivement. Déjà, dire que Kean est... Alors c'est toujours pareil, hein, peut-être que dans un an, on se dira c'est une anomalie, mais il est très haut en fait. C'est-à-dire que si c'est le Kean qui met sa dizaine de buts dans un club type Paris Saint-Germain et qui a des sélections avec l'Italie, déjà ça c'est mieux que la plupart du pic de carrière, je pense, qu'auront ces joueurs du top 15 et football pro en général. Donc c'est sûr que déjà là, en fait, alors tu peux te projeter sur la durabilité, mais voilà, le mec dans l'absolu est quand même un attaquant important du Paris Saint-Germain. Donc rien que ça, en tout cas quand il est apte. Donc rien que ça, c'est intéressant. Après, oui, je pense que pour durer, parce que tous les contextes ne seront pas forcément aussi propices que celui-là, à voir déjà où il sera la saison prochaine, parce qu'il n'y avait pas d'option automatique dans son prêt, il y aura besoin sans doute de diversifier son jeu, parce que il va... Alors, l'Inter arrive à se créer des espaces, notamment les équipes de Conte de manière générale.
lui peut parfois en exploiter avec le Paris Saint-Germain, mais c'est sûr que quand tu es au très haut niveau, ben, les espaces se réduisent, tu as moins de transitions à jouer, d'espace à attaquer, et c'est vrai que la résistance aux défenseurs quand ils touchent la balle dans les pieds, dos au jeu, à une vingtaine de mètres du but, elle est pas facile. Donc là-dessus, il y a des vrais axes de progression. Maintenant, sur ses qualités naturelles, en tout cas ses qualités à l'instant T de joueur de 20 ans, enfin de 21, mais voilà, c'est déjà très intéressant. Il y a une place à prendre pour s'installer sur la durée en sélection italienne. Maintenant, oui, est-ce que sa carrière, ce sera plutôt du Lukaku, du Ciro Immobile, par exemple, si on prend des mecs qui sont très bons pour attaquer la profondeur et qui vont abattre un boulot au pressing. À voir, mais rien que sur la mentalité, en fait, on en revient toujours à ce que je dis, hein, mais à partir du moment où tu as la volonté de courir, c'est sûr que ça fait passer plus facilement la pilule auprès des entraîneurs, et c'est pour ça qu'un Jonathan David continue à être titulaire au LOSC, au-delà du fait, il a un vrai talent, faut lui maintenir confiance. C'est que le gars a impulsé le pressing et que du coup ça te permettait d'avoir tout un équilibre. Donc au pire, si tant qu'il y a un autre joueur qui marquait, c'était pas trop gênant de l'avoir lui parce qu'au moins il lançait toute une dynamique là-dessus. Keane, dans un contexte où il était un peu seul à le faire parfois, a déjà ce truc-là. Donc je pense que ça va rester. Son jeu peut être plus complet, c'est pour ça qu'il n'est pas chez moi numéro 1, numéro 2. Mais vraie révélation quand tu vois où il était il y a un an, quoi. Il était un petit peu en échec en première ligue et c'est pour ça que je mets quatrième alors qu'il y a un joueur qui est peut-être plus complet que je mets plus bas et qui va bientôt arriver. Et à la 3e place, du coup, on enchaîne et on tombe sur un autre joueur de l'AS Monaco. On a parlé de Diop, Raphaël. Maintenant, on va parler d'Aurélien Tchouaméni, milieu de terrain qui était arrivé en janvier 2020, du coup, 2019, je ne sais même plus. 2020, janvier 2020, pour en même temps que Youssouf Fofana, et on se demandait lequel des deux allait être sacrifié. Et puis finalement, Robert Kovac est arrivé. Il y a eu une partie de saison un peu compliquée pour Tchouaméni à Monaco quand il est arrivé. Il n'a pas trop joué. Puis là, par contre, Kovac est arrivé et là, c'est l'ascension. Et c'est peut-être d'ailleurs, au-delà de celle de Diop, l'ascension la plus fulgurante en Ligue 1 par rapport au niveau qu'il avait à ses débuts, et même à ses débuts à Bordeaux, et le niveau qu'il a pu atteindre à Monaco. Et pour parler en tant que supporter des Girondins, quand on l'avait découvert, son meilleur match, c'était justement face à l'AS Monaco, où on avait vu sur 90 minutes presque le Tchouaméni qu'on voit tous les week-ends à Monaco. Mais son souci à l'époque, forcément pour un jeune joueur, on est sur un joueur qui est de janvier 2000. À l'époque, c'était manque de constance à la fois sur 90 minutes et manque de régularité dans les performances. Et là, à Monaco, tu as l'impression qu'il a trouvé ça, qu'il a réglé ces deux problèmes en l'espace de quelques mois seulement. Oui, alors première chose, déjà, on se demandait qui allait être sacrifié, parce que Monaco avait 48 joueurs sous contrat. Oui. Ce qui a pas mal changé, parce que Mitchell a fait un bon ménage entre les prêts et les départs. Et d'ailleurs, cette année, l'effectif est un peu plus cohérent, ce qui aide aussi Monaco à bien bosser. Et ouais, c'est vrai que toi qui connais bien les jeunes de Bordeaux et qui nous parles souvent des gars qui vont sortir, Tchouaméni était pas considéré comme un gars qui allait finir à Manchester ou au Real ou etc. Non, par contre, tu voyais clairement le potentiel, mais t'attendais de le voir sur la durée, quoi. Après, oui, tu l'imaginais pas non plus aller aussi haut que la Super League. Là, aujourd'hui... tu l'imaginais pas être le meilleur milieu d'une équipe qui joue le titre en Ligue 1 déjà, l'année suivante. Non, surtout pas dans l'année suivante. Ce qui est le cas aujourd'hui. Et ouais, après, quand on a quelques infos sur comment le mec bosse, et ça Christophe pourra développer, c'est un gars qui disons, est studieux. Qui est un érudit presque du football, donc ça explique aussi peut-être sa progression. Il tombe dans un club qui... Quand même là, il y a beaucoup de joueurs de Monaco qui sont dans le top 15 et d'autres auraient pu d'ailleurs en faire partie. Je dis beaucoup, mais il n'y en a que 2 finalement. Je dis des bêtises. Il y a Badiachil aussi. Ah, il y a Badiachil, ok. J'avais oublié qu'il n'est pas dans le mien. Mais on aurait peut-être pu en aller en chercher d'autres petit à petit. Et puis il y a d'autres, je suis sûr que l'an prochain, il y en aura d'autres qui vont sortir aussi. Moi, c'est peut-être le joueur pour qui j'ai le moins peur, tu vois. On parlait tout à l'heure de Sofiane Diop. Et Tchouaméni, il est tellement rassurant d'une certaine façon, à travers son jeu, à travers son intelligence dans le jeu, à travers ce qu'il est capable de faire en termes de volume ou d'activité défensive, que j'ai l'impression que c'est le mec que les clubs vont recruter sans se dire est-ce qu'il va s'intégrer, est-ce qu'il va bosser, est-ce qu'il va s'adapter, parce que le gars est fait pour fonctionner dans une équipe professionnelle, parce qu'il a aussi cette attitude-là, et qu'il a toutes les qualités pour rassurer quelque chose. Il y a beaucoup moins de
de fulgurance et de créativité peut-être que chez Pop Matarsar par exemple, qui joue un peu dans la même zone, qui va plus se projeter, plus inventer des choses. Mais tu sais que Tchouaméni il va te gratter des ballons, qui va faire avancer, qui va bien se positionner, qui va être à l'écoute et appliquer ce que le staff va lui demander parce qu'il comprend les choses et il les bosse. Donc ouais, c'est vraiment aussi une... Alors c'est peut-être pas forcément la même chose, mais disons que ça fait penser dans la capacité à progresser, à travailler, alors que c'était pas forcément le plus coté en sortant du centre de formation, à ce que Kipembe a fait à Paris. Avec peut-être quand même plus de précocité pour Tchouaméni parce que Kimpembe était pas du tout attendu à ce niveau-là et c'est à 22 ans je crois contre le Barça qui fait c'est mon énorme performance qui va le propulser vers les titularisations derrière. Et pour faire le parallèle, Christophe, avec Pape Matar Sarr, Raphaël tout à l'heure disait qu'il faisait peur quand il sortait au cadrage et Tchouaméni, j'ai cette impression aussi, c'est un joueur quand il sort au pressing, qui dégage un truc, une puissance, il est capable de réduire la distance avec le porteur à une vitesse très impressionnante, ce qui facilite forcément les choses pour déclencher le pressing, surtout suivre le pressing des attaquants et aller dans des zones un peu éloignées au départ, tout en restant sur ses appuis et en étant très difficile à éliminer. Et après, ça se voit de toute façon dans ses stats défensives, sur le pourcentage de pression réussi, c'est-à-dire lorsque la balle est récupérée, une fois que lui est sorti au pressing, récupéré soit par lui, soit par les coéquipiers, il est dans le top 5% par exemple au niveau européen. Oui, et en fait c'est dû... En fait il y a forcément un aspect envergure, mais c'est aussi simplement la bonne lecture des situations, l'appréciation de la vitesse du ballon, l'écart qui te sépare de l'adversaire, ce que lui va être capable de faire, et ta vitesse à toi. Et c'est sûr qu'il y a des mecs qui sont peut-être plus costauds, mais en fait, puisqu'ils sortent en contre-temps, t'as jamais cette impression de menace qui arrive, parce que tu le vois arriver, et puis tu fais un dribble, et puis le mec n'est plus là. Donc c'est vrai que là-dessus, à cet âge-là, c'est bien de l'avoir, c'est pas le seul au monde à l'avoir, à 21 ans, mais au moins, il sait bien défendre en avançant, donc déjà ça c'est top. Et dans l'utilisation du ballon, il est vraiment intéressant, il progresse de plus en plus. Tu vois, alors c'est pareil, on est toujours sur un peu les best case scénarios comme ils disent en anglais, la meilleure version, mais tu vois, si Gundogan fait toute une carrière à City, pourquoi est-ce que Tchouaméni, ça serait totalement hors d'atteinte pour lui de se retrouver dans cette dimension-là, tu vois. Alors après, c'est vrai que Gundo, relativement jeune, il a ce parcours avec Dortmund et il a stagné après. Tu peux aussi imaginer que assez jeune, Gundo était peut-être en avance sur beaucoup de monde. Mais je me dis que voilà, sur ces profils de milieu complet, si Tchouaméni en fait continue à étoffer son jeu, parce qu'en fait on parle d'une saison, mais concrètement c'est vraiment depuis 2021 où Tchouaméni est l'un des meilleurs en Europe à son poste, quoi. Sur la première partie de saison, il est très bon, très correct, mais là chaque semaine c'est un peu plus délirant que la précédente. Sur ce que disait Raphaël, alors semi-scoop, mais je ne sais pas spécialement développé, parce que la manière dont Tchouaméni bosse avant les matchs, ça sera dans notre prochain bouquin. Donc voilà, mais on peut dire que très clairement, on imagine, les gens savent que les mecs font du boulot de vidéo, etc., par équipe et de manière individuelle. Tchouaméni, c'est vraiment le mec qui va peut-être le plus loin là-dessus sur la prise en compte de l'adversaire et la manière dont tu dois bosser. Donc rien que sur ça, et sur ce côté donc érudit du football qui comprend vraiment bien les stats avancées et qui sait comment jouer, je pense que ça va lui être très utile et qu'en plus ça peut résonner chez des recruteurs et chez des entraîneurs qui ont quand même de plus en plus cette sensibilité-là, qui sont de moins en moins old school. Et oui, non, honnêtement, si Tchouaméni continue cette progression-là, il y a bien un moment où ça va s'arrêter, mais à grandir et à gravir les marches 4-4, très rapidement ça doit aller dans un très grand club européen. J'espère qu'en fait il fera pas l'erreur de se retrouver, de remplacer Declan Rice à West Ham ou j'en sais rien, un truc un peu intermédiaire. Moi j'ai vraiment envie qu'il prenne la meilleure dimension possible à Monaco, et puis si ensuite il faut faire un bond, qu'il aille faire un bond mais dans un très grand club. On enchaîne avec le deuxième au classement et le chouchou de Raphaël, même si moi aussi je l'aime beaucoup. Je l'avais placé l'an dernier à la 15e place, il avait eu un petit point. C'est Amine Gouiri, Raphaël, qui est donc deuxième. Et je vais te laisser the floor is yours. Ouais. Deuxième mais premier dans mon classement. Oui, j'ai blasphémé en le mettant devant le premier qui est évident, c'est Kamavinga. Mais ouais, parce que c'est je parlais tout à l'heure sur Kakri en disant que tu lui vois pas de défaut. Et sur Gouiri, je ne lui vois que des qualités. C'est encore plus prononcé. Pourtant, je me rappelle qu'à l'époque, les Lyonnais disaient « Ah, mais Gouiri », il y a longtemps même déjà, je me rappelle, j'en ai parlé avec
un ami commun, Charlie, qui, je pense, parle de Gouiri depuis qu'il a 8 ans, qui disait ouais Gouiri. Moi j'avais vu un peu en équipe de jeunes, j'étais pas hyper convaincu sur quelques apparitions très courtes que j'avais vues, mais en fait j'avais rien compris à ce profil-là. Il est et pourtant là je sais pas si c'est le bon poste, il joue à Nice dans un rôle d'ailier un peu intérieur, ailier gauche, comme en équipe de France Espoir sur certains matchs de la phase de poule de l'Euro Espoir. Mais il pourrait très bien être dans les 3 de devant de Lyon et dézonner complètement et aller dans l'axe, passer à gauche, plutôt dans cette zone-là quand même, plutôt qu'à droite. Il est très fort sur la prise de balle, il protège très bien le ballon en une touche. Il a toujours vu ce qu'il pouvait faire pour combiner et souvent sa première touche élimine 1-2 joueurs parce qu'il va trouver très rapidement, alors que le mec vient de presser sur le temps de passe, une solution pour combiner, pour après reproposer un déplacement. Belle qualité de finition, dans le dribble il est fort, il a un petit crochet court et une conduite de balle très proche de son pied qui fait que c'est difficile de lui piquer le ballon. Le seul bémol, et je pense pas que ce soit un défaut, je pense que c'est plus dépendant du style de jeu de Nice, c'est l'activité défensive, mais dans une équipe qui est pas non plus, depuis le début de la saison, hyper agressive. Et c'est là peut-être qu'il y a quelque chose à améliorer. Mais vu son volume et ce qu'il est capable de faire, je pense que tu peux le mettre dans une équipe qui va presser, qui va défendre haut et qui sera capable de le faire. Franchement, c'est dans l'intelligence de jeu et la capacité à combiner, à s'associer avec des partenaires, c'est vraiment c'est la meilleure réponse à Longoria, j'ai envie de te dire, tu vois. S'il fallait le contredire sur un truc, c'est que tu formes des joueurs qui sont, par contre là sur le plan collectif, sont très très bons et qui sont capables de s'intégrer dans un modèle de jeu où tu vas créer, combiner, te déplacer, attaquer. Franchement, c'est hyper varié. Et je pense vraiment que c'est un des meilleurs joueurs que la Ligue 1 ait sorti depuis pas mal de temps, en tout cas dans ce profil offensif-là. Et si j'étais supporter lyonnais, vraiment ça me foutrait en l'air, et je comprends que d'ailleurs qu'il soit très très déçu que ça soit passé comme ça, beaucoup plus que pour un Anthony Martial par exemple. A posteriori, parce que Martial sur ses premiers mois à Monaco était aussi impressionnant peut-être. Christophe, est-ce que tu veux ajouter quelque chose sur Gouiri, mettre un autre bémol peut-être, je ne sais pas. Le bémol c'est Nice en fait, c'est-à-dire que j'ai aucun doute non plus sur Gouiri. On va pas refaire les comparaisons, mais voilà, mais qui peut jouer alors, à la fois un peu côté, un peu excentré, mais qui peut être un neuf qui fait beaucoup participer les autres au jeu. Et je suis pas sûr que sur le Firmino actuel il y ait une énorme différence. Donc en fait j'ai envie de le voir plutôt que d'être l'énorme poisson d'un petit bocal, de le voir dans un plus grand bocal et de voir ce qui va se passer, parce que là mine de rien on juge un contexte qui est pas spécialement favorable pour briller. L'expression collective est pas au top. Maintenant, avec plus de concurrence, qu'est-ce qui peut se passer? Est-ce que tu dois le fixer en neuf? Est-ce que tu dois le fixer en ailier un peu intérieur? À voir, mais c'est vrai que sur la première, les qualités montrées pour une vraie première saison au niveau, c'est finalement assez rare qu'un mec soit aussi bon et pas sur une qualité forte, juste sur la compréhension globale du foot, savoir comment s'orienter, quand frapper, quand la donner, savoir aussi faire des trucs un peu individuels, de rentrer sur son pied droit, frapper. C'est très bon, et c'est vrai que c'est plus intéressant, en tout cas il y a plus de choses sur lesquelles bâtir que quand c'est juste le mec gagne 5 contre 1, maintenant qu'est-ce qu'on fait Là tu peux essayer de tout polir, mais c'est vraiment combien de caps il va passer dès la saison prochaine, je pense, parce que là, sauf à vraiment investir beaucoup et à très bien l'entourer, je vois pas l'énorme intérêt pour lui, sans pousser les gens au transfert, de rester à Nice, J'ai l'impression qu'il a un petit peu fait le tour de la question. Il claque 12 buts et 6 passes D dans une équipe où le deuxième meilleur buteur est Dolberg à 5 buts, où le deuxième meilleur passeur est Boudaoui, René Dalid et Lesmelou à 2 passes D. Il a pris une importance dans une équipe qui sait pas attaquer, et des chiffres dans une équipe qui ne sait pas attaquer, ultra impressionnant. C'est même insensé de faire ça dans une équipe qui est aussi faible collectivement. Et ça changera peut-être avec le prochain coach de Nice, qui sait, il y aura peut-être quelque chose à voir dans son évolution à ce niveau-là, mais pour l'instant on ne connaît pas le nom de ce coach, donc à voir ce qui va se passer cet été, si c'est Peter Bosz qui débarque par exemple, puisque c'est lui qui était pressenti, ça pourrait être sympa. Et on termine, Raphaël, avec Eduardo Camavinga. Évidemment, encore une fois premier, qui risque de le rester, à moins qu'il quitte le Stade Rennais cet été, ce qui est très possible. Camavinga, toujours leader, mais une saison finalement, il avait démarré très fort, il avait marqué dès la première journée, et il était intouchable quasiment jusqu'au premier rassemblement avec l'équipe de France. Et puis après, il y a eu une blessure, je crois, à l'automne, qui l'a un petit peu stoppé. Le retour courant novembre, décembre, il me semble, a été un petit peu plus compliqué. Et depuis, on a
on retrouve pas le joueur aussi étincelant du début de saison en fait, tout simplement. Ouais, déjà je m'excuse parce qu'on fait un peu plus court là sur les derniers parce que je dois partir un moment. Mais après, de toute façon, il y a quand même paradoxalement moins de choses à dire sur les mecs qui font l'unanimité. Parce que à part dire qu'ils sont bons, bah finalement t'as pas énormément de choses à développer. Mais Camavinga, ouais, il y avait eu un début de saison où on était complètement choqués parce qu'il avait démarré en étant beaucoup plus offensif et créatif que la saison précédente. D'ailleurs, c'était le truc qui manquait sur ses premiers pas. Et puis ouais, il y a eu ce rassemblement où il est exceptionnel. Je rappelle qu'on avait dit ouais, on peut lui filer le brassard, faut le faire jouer en pointe. Avec Christophe, on avait déconné un peu là-dessus. Et c'est vrai que depuis, alors le contexte rennais a pas aidé non plus, mais bon, il fait partie du contexte rennais, les deux sont interdépendants. Mais voilà, d'ailleurs, il a pas été décisif, littéralement, depuis France-Ukraine en octobre. Ouais, c'est ça, en championnat, un but, une passe décisive sur l'ensemble de la saison. Et il a pas été titulaire indiscutable d'ailleurs, non plus. J'ai l'impression qu'il a, comme beaucoup de Rennais, il a eu du mal à faire la transition entre cette saison de Ligue 1 réussie et la saison avec la Coupe d'Europe. Enfin, ça a mis un coup pas possible. Stéphane aussi d'ailleurs, parce qu'il est parti de lui-même. Mais les qualités sont toujours là. Moi, j'ai vraiment. Par contre, ce qui est positif, c'est que le Camavinga des 2-3 premiers mois, c'était le Camavinga qu'on espérait voir après sa première saison, positive, mais assez neutre avec ballon. Et il avait montré qu'il était capable de beaucoup s'améliorer là-dessus. Globalement, c'était une saison sa première saison, c'était une excellente saison de 6, en gros, de possession. Et son début de deuxième saison, c'était une saison de 8, quasiment capable d'aller percuter et de rentrer dans la surface et de faire des différences. Ouais, mais d'ailleurs, il a récupéré le 10 dans le dos, ce qui est un peu peut-être un symbole de cette évolution et de son nouveau statut à Rennes. Mais ça a été assez court et finalement là le truc c'est de savoir déjà est-ce qu'il va rester une saison de plus à Rennes ou pas et quel rôle lui sera donné dans son équipe, qu'elle soit bretonne ou non. Mais j'aimerais bien revoir ce Camavinga du début de saison, c'est le motif d'espoir. La suite, je pense que c'est un truc dont il va sortir parce que Rennes était de toute façon dans la galère comme beaucoup de ses joueurs, pardon. Là, peut-être qu'avec Genesio, d'ici la fin de la saison, des joueurs ont l'air de renaître un peu, de retrouver de l'allant. Peut-être que lui va se retrouver là-dedans aussi, même si j'ai l'impression que pour l'instant c'est plus Flavien T, dont je ne sais toujours pas prononcer le prénom, qui est la trouvaille. Le joueur qui a le plus bénéficié avec Terrier de l'arrivée de Genesio. Ouais, Christophe, c'est vrai que quand tu regardes ses stats en fait par rapport à ce qu'on vient de dire, il y a toujours pourtant les distances parcourues vers l'attaque en portant la balle, les chevauchés dans le dernier tir, etc. Il est toujours dans les top 10%, top 20%, mais il y a pas cette finition qui suit, et si ça se trouve, s'il revient, comme on le disait pour Doku, avec une équipe de Rennes où il y a plus de mouvement près de la surface, et près du but adverse surtout, peut-être qu'on retrouvera un Camavinga décisif sur la fin de saison. Encore faut-il qu'il joue et qu'il règle peut-être aussi les problèmes d'avenir qui prennent peut-être le pas alors que la fin de saison approche. Oui, des problèmes d'agents, etc., où il a changé de structure. C'est vrai qu'en fait, tout dépend de ce que tu demandes à Camavinga. Est-ce que tu lui demandes d'être la courroie de transmission améliorée, en considérant qu'Nzonzi est une courroie de transmission un peu basique, en fait, qui va te faire le défense centrale vers le milieu, lui va te faire milieu-attaque, mais est-ce que tu demandes de prendre des initiatives et de créer beaucoup de décalage, ou d'être simplement celui qui va servir des joueurs vraiment de déséquilibre dans une position la plus idéale possible, et voilà, si la défense t'offre un espace, être capable de l'attaquer ou de faire la passe dans l'espace, mais voilà, c'est-à-dire que concrètement, je le vois pas actuellement capable de faire ce que Naby Keita faisait quand il était en Allemagne, à Leipzig. Donc tu as ce côté-là où je dribble et je crée de l'espace ultra bas sur le terrain. Je pense pas que ce soit son jeu. Maintenant, oui, je pense que en fait le meilleur Camavinga doit être capable de tout faire. Là, il est encore jeune, la répétition des efforts, tout ça, pour son corps, plus l'aspect psychologique, plus l'équipe de France, les sollicitations. J'imagine que c'est pas forcément facile. Il faut qu'il réussisse à trouver le bon dosage, c'est-à-dire réussir à rester pertinent et avoir une animation où les mauvais jours, il va quand même être intéressant et pas juste être un passe-plat. Et les bons jours, il va être comme avec l'équipe de France où c'est lui qui était chargé de faire les différences. Mais vu ce qu'il a déjà montré, c'est sûr que là, par rapport à Bellingham dont on parlait dans les épisodes précédents, il a pris un petit peu de retard sur le nombre de très grands matchs joués, sur des questions de volume de jeu ou autre, mais sinon la panoplie reste la même, et les flashs que tu vois te rappellent que concrètement,
ça peut, enfin tu vois, il est quand même en avance sur les temps de passage de beaucoup de monde et que pourquoi pas que ça soit avoir un joueur de type Toni Kroos dans quelques années ou autre, quoi. Clairement, c'est quelqu'un qui est taillé pour terminer en Super League et pour la victoire finale en Super League, même si je ne sais pas comment ça se gagnera, cette chose. Et ben voilà, pour le top 15, je le rappelle rapidement, Badiachil, Botman, Badé, Doku, Matar Papsar, Jonathan David, Adrien Truffert, Mohamed Simakan, Maxence Cacré, Ryan Cherki, Sofiane Diop, Moïse Kean, et sur le podium, Aurélien Tchouameni, Amine Gouiri et Eduardo Camavinga. Je cite rapidement 3-4 joueurs, Raphaël, qui étaient dans certains classements. Moi évidemment j'avais mis Yacine Adli, je sais plus à quel endroit, mais vers la 10-11e place. Raphaël, tu avais mis Nathanaël Mboukou, Enzo Lefebvre. Oui. Aussi. Christophe, je n'ai plus de top 15, mais je sais plus non, si tu en avais pas de qui n'ont recalé, pas été j'avais cités. fait un top 25, mais Adli, frappé à la porte, Kalimwendo, Wea, Luis Ouais, j'avais Enrique, Kalimwendo aussi, ouais, pas loin. Thuram, voilà, des joueurs comme ça. Je sais que Doucouré aussi frappé à la porte, mais après c'était compliqué, hein. Mon top je l'ai refait 10 fois, donc voilà. Mais c'est des joueurs à suivre, et si on descend encore un peu, on a du El Bilal Touré, du Wai, mais bon, on en reparlera peut-être dans le futur. C'est ça, et on passe tout de suite au pari avec notre partenaire PMU.fr. PMU vous présente la séquence prono. Les paris, et on va commencer tout de suite avec Raphaël qui est pressé, qui doit passer à autre chose. Donc Raphaël, tu as 2 paris évidemment cette semaine, et ton premier pari c'est pour le choc de Ligue 1 qui arrive dimanche soir, le choc pour le titre entre Lyon et Lille. Oui, qui doit passer chez le kiné, hein. Je précise que c'est pas pour aller glander derrière. Oui, Lyon-Lille, donc match très important pour le titre et pour la Ligue des Champions. Lyon avec Rudy Garcia qui a montré ces derniers temps qu'il n'était pas forcément ces dernières années même qu'il n'était pas forcément le plus fort dans les chocs, parce que le plan de jeu de Lyon était parfois douteux, et même de l'OM avant ça. Donc Lille avec Galtier qui va venir j'allais dire à Gerland, pas du tout, mais Parc des Cygnes, Parc des Lumières, je ne sais plus comment il faut l'appeler, au Parc OL, contre-attaquer et peut-être profiter de la profondeur qui va être offerte par Lyon. Je pense que ça peut être pas mal, donc je mise sur Lille à 3,35. Voilà. Alors pour le suspense, j'espère que ce sera pas le cas. J'espère que par exemple Lyon gagnera et que le PSG perdra et que Monaco fera match nul, enfin, un truc où tout le monde se retrouverait à 70. Ça doit être techniquement possible, j'espère, pour que les dernières journées se jouent avec autant de suspense, même s'il y a un Monaco-Lyon derrière qui pourrait arbitrer encore plus. Mais voilà, Lille à 3,35 à l'extérieur comme ça pour justement éviter les problèmes sur attaque placée qui vivent sur les derniers matchs contre des équipes qui viennent avec bloc bas. Je pense que ça peut fonctionner. Puis en termes d'équilibre, je crois que Lyon à Nantes, c'était pas un énorme modèle, notamment dans le dos de Maxwell Cornet. Il y a sans doute des choses à faire pour les Lillois. Deuxième pari pour toi, direction l'Angleterre, et un choc aussi au final pour la course à la Ligue des Champions entre West Ham et Chelsea. Ouais, entre une équipe qui n'est pas dans la Super League et une équipe qui est dans la Super League. Alors je mise sur l'idée que la Super League va se faire, même s'il y a toujours le doute de est-ce que c'est une menace ou pas. Jusqu'au dernier moment on verra, ça a l'air quand même de se préciser, mais West Ham ce serait la première fois depuis très longtemps qu'ils se qualifierait en Ligue des Champions, je sais même pas à quand ça remonte, enfin ça devait peut-être être la Coupe des clubs champions à l'époque, je sais même plus. Et Chelsea, quel intérêt pour eux s'ils vont dans la Super League. Non mais vraiment, quel intérêt à ce match-là, je veux dire. Et même c'est pareil pour Liverpool d'ici la fin de la saison, pourquoi oui. Vu comme ça, oui. Et je suis très curieux de comment les coachs vont gérer ça. Parce que, alors oui, il y a toujours la motivation financière de la prime de match pour les joueurs et la prime de victoire, et de te dire, bon, si on est qualifié pour la Ligue des Champions, il y a quand même une clause dans notre contrat qui dit ça. Mais c'est quand même une période très particulière là, qui va s'enclencher. Et alors que, donc West Ham à 4,50 à domicile, je pars là-dessus, sachant que Chelsea a un match de Ligue des Champions dans la foulée, puisque ça c'est des matchs qui arrivent le week-end, là on est lundi, mais qui arrivent ce week-end, et Chelsea derrière va affronter le Real Madrid. Voilà, je mise sur West Ham à 4,50 à domicile. Christophe, pour tes 2 paris, le premier, on reste en Angleterre, et direction d'ailleurs une autre équipe qui va jouer la Super League et qui vient de virer son entraîneur José Mourinho, c'est Tottenham qui affronte Southampton. Voilà, et mon argument c'est que Tottenham vient de virer son entraîneur et que du coup c'est un bon moyen pour certains qui pouvaient se sentir un petit peu bridés par les consignes, par le plan de jeu, de se lâcher. Donc mon pari c'est Tottenham -1 à 2,70, et en plus dans tous les cas j'étais parti sur l'idée concrètement de valoriser, alors à la fois
parce que c'est Mourinho et je suis pas spécialement client du coach, mais surtout de l'homme, hein, tout ce qui est Anders Frisk, etc. J'ai toujours eu beaucoup de mal avec cette personne, mais au-delà de Mourinho, de manière générale, il y a quand même l'aspect choc psychologique qui peut fonctionner. Alors c'est pas une science exacte, hein, mais quand le contexte s'y prête, et là je pense que le contexte s'y prête assez bien, Tottenham peut quand même espérer arracher une coupe européenne, même si je sais pas du coup comment ça va se passer avec les nouvelles formules, mais eux, si jamais essayent quand même d'avoir l'objectif de, pourquoi pas, faire top 4, top 5, top 6, en dehors de cet aspect Super League, il faudra gagner des matchs. Donc Southampton est un adversaire assez idéal pour ça, parce qu'ils mettaient quasiment tout sur la FA Cup, où ils ont perdu ce week-end face à Leicester. Mais sinon, la dynamique est quand même assez négative. Alors, il y a quasiment pas de nul, c'est assez amusant. Mais si tu regardes depuis la victoire face à Liverpool le 4 janvier, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 défaites consécutives, dont un 9-0 à Manchester. Ensuite, un nul contre Chelsea. Ensuite, de nouveau 2 défaites, une victoire contre Sheffield, même moi je bats Sheffield. À nouveau 2 défaites, une victoire contre Burnley, qui là aussi est une équipe moyenne, et un 3-0 défaite contre West Brom. Donc en gros, Southampton perd quasiment contre tout le monde, parfois en perdant lourdement. Il y a eu le 9-0, mais aussi une défaite 3-0 face à Leeds, etc. Enfin voilà, l'échantillon est quand même assez sympathique. Je vois pas pourquoi il se réveillerait spécialement face à Tottenham, alors que voilà, ils perdaient face à des équipes assez random. Donc du coup, le -1 est à noter pour Southampton. Heureusement que le maintien est globalement assuré, parce que là, ça enchaîne Tottenham, Leicester, Liverpool, ensuite Fulham qui joue son maintien, Leeds qui est toujours le genre chiant à jouer, et West Ham qui joue la Ligue des Champions. Donc voilà, ils ont bien fait de faire le job assez tôt dans la saison, mais je pense que Tottenham va changer de visage, en tout cas pour ce match-là au moins. Et dernier pari et dernier arrêt avant la fin de ce podcast, Christophe, direction l'Espagne et un match entre le Betis Séville et l'Athletic Bilbao. Un match où j'imagine tu rebondis et tu décides de ton pari après la performance merveilleuse des joueurs de Marcelino en finale de Coupe du Roi. Oui, un enfer absolu, cette performance où la Coupe du Roi est remportée 4-0 par Barcelone, et je t'avoue que je suis content qu'on n'ait pas spécialement choisi de dédier cet épisode à l'actu, qu'on ait assez tôt pris le choix de faire un truc spécial jeune, parce que il n'y aurait pas eu grand chose à dire sur cette finale où Bilbao n'a pas joué au foot, hein, soyons clairs. Donc ce qui est assez dommage, hein, parce que les débuts de Marcelino étaient vraiment très intéressants. Je sais pas ce qui s'est passé, mais depuis quelques temps c'est pas bon. C'est pas bon du tout. La dernière victoire, c'est face à Grenade le 7 mars. Depuis, il y a eu 7 matchs. Donc aucune victoire. Une défaite sur les 2 finales de coupe, sachant que face à la Real Sociedad, qui était pourtant pas dans une dynamique incroyable, il y a eu aussi une défaite, cette fois 1-0. Et à nouveau, en faisant un match qu'on qualifiera de moyen, voire médiocre. Donc cette équipe a un peu lâché le truc en championnat. Elle se concentrait sur les 2 finales de coupe. Les 2 finales ont été perdues. Le maintien est quasiment assuré. Il y a 10 points de marge à 8 journées de la fin. A priori, c'est bon. Je penche quand même pour une forme de roue libre et de décompression, en tout cas sur les 2-3 matchs qui arrivent, avec l'Atlético juste derrière. Donc face au Betis, qui lui a des choses à jouer, puisque le Betis est 6e et joue la qualification pour une éventuelle Ligue Europa, avec un point de retard sur Villarreal et un point d'avance sur la Real Sociedad. Ils sont vraiment sur un gros match à 3, 5, 6, 7. Donc une victoire du Betis dont on n'aura, je pense, jamais parlé cette saison dans vue du banc, mais qui fait le job avec Fekir notamment. Voilà. Et la cote, je l'ai donné quand même 2,45 pour la victoire du Betis à domicile face à un Bilbao en roue libre, en semi-déglingue. Je trouve ça vraiment hyper bien payé, donc je pars là-dessus. Eh bien, on verra ça. Du coup, c'est le week-end prochain, tout ça, que ça va se jouer. C'est en milieu de semaine. Ah non, c'est en milieu de semaine. Pardon. C'est dans 2 jours. D'accord. Eh ben, rendez-vous dans 2 jours. Alors pour le verdict, pas pour un prochain Vue du Banc. Nous on reviendra très certainement la semaine prochaine, soit après les chocs de Ligue 1, puisque comme le disait Raphaël, il y a un Lyon-Lille qui nous attend dimanche soir notamment, soit pour une double session d'épisodes après les demi-finales de Ligue des Champions. Donc on verra ça en fonction des matchs, en fonction de ce qui est proposé par l'actu, en fonction peut-être de la
Super League aussi. Si ça se trouve, Christophe, le temps qu'on enregistre ce podcast, tout a été annulé et tout est rentré dans l'ordre. Ça va tellement vite. Ou alors le PSG et d'autres clubs l'ont rejoint. On verra. Là, ce que je vois, juste mini parenthèse, l'épisode est déjà très long, mais je vois Séphérine qui confirme le côté si vous jouez la Super League, on vous exclut des compétitions internationales, donc Coupe du Monde, Euro. Ce qui veut dire que là, je pense que Joachim Löw est très content. Parce que si ça se passe vraiment comme ça, bon après la Super League sera pas effective, mais en gros, si tu fais un truc un peu dans cette idée, si t'as aucun club allemand, la sélection allemande sera injouable. Et je viens de voir aussi qu'il a traité Andrea Agnelli de serpent. Voilà. D'accord. Pour conclure, je cite, je l'ai sous les yeux, Andrea Agnelli est le plus gros et la plus grosse déception de tous. Je n'ai jamais vu une personne qui peut mentir aussi souvent et aussi fréquemment qu'il l'a fait, c'est incroyable. On ne savait pas qu'on avait des serpents si près de nous, maintenant on le sait. C'est... Disons que c'est clair. Le groupe vit bien. Ouais, le groupe vit très bien. Et en tout cas, notre groupe vit mieux et on se retrouve la semaine prochaine pour un prochain Vue du banc. Salut. Cordialement. Vous avez tout compris grâce à ce podcast. C'est le moment de parier sur PMU.fr. PMU, que les meilleurs gagnent.